Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lauréat, Prix scientifique L'Harmattan. La collection Lauréat, Prix scientifique L'Harmattan publie chaque année les thèses et mémoires de master primés en sciences humaines et sociales, droit, littérature et critique littéraire. Dernière publication. Catherine Tcheng Blairon, MOOC, Engagement et apprentissage. L'ingénierie pédagogique au service de l'apprenance, 2020. Nadège Langbour, Littérature de jeunesse, la construction du lecteur 2020. Dédicace. À mes parents. À ma sœur. À Claude. Cet ouvrage est issu de la thèse de doctorat en droit public, soutenue par Johanna Ben-Redouane à l'Université Bourgogne-Franche-Comté le 22 mai 2018, et dirigée par les professeurs Virginie Daunier et Elsa Forêt. La thèse a été soutenue devant un jury composé de Monsieur Michel Borgetto, professeur à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2. Madame Véronique Champeildespelats, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Madame Virginie Daunier, professeur à l'Université Toulon, directrice de thèse. Monsieur Xavier Dupré de Boulois, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Madame Elsa Forêt, professeur à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, directrice de thèse. Monsieur Yann Lédier, professeur à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Table des abréviations. Préface. Peut-on renoncer à un droit social et plus précisément à l'aide sociale, c'est-à-dire à un droit dont l'objet est de répondre à une situation de besoin? La question peut sembler incongrue et dénuée de sens de prime abord, car le débat en la matière porte davantage sur la nécessité de garantir plus de droits et non sur la possibilité d'y renoncer. Pourtant, la renonciation correspond à une réalité mise en exergue et étudiée dans un premier temps par la sociologie. Les juristes ne s'étaient pas encore réellement approprié cette réalité dans le champ de l'aide sociale. Les travaux relatifs à la renonciation restaient en effet jusqu'ici cantonnés au champ du droit civil ou visaient, plus largement, les droits fondamentaux, en délaissant le champ des droits-créances. La thèse de Johanna Ben-Redouane vient ainsi éclairer un angle mort de la recherche juridique, avec pour dessein de mieux appréhender les formes et les raisons d'être de la renonciation en droit de l'aide sociale. Cette thèse permet surtout de comprendre d'une part, que les droits-créances peuvent être concernés par le phénomène de renonciation et d'autre part quel est le rôle du droit, entendu ici au sens de norme, dans l'existence des différentes formes de renonciation. Si la renonciation existe, c'est en partie parce que les règles applicables à l'aide sociale le permettent, voire l'encouragent indirectement et sans doute inconsciemment dans certains cas. Le droit n'est pas neutre, ainsi que le démontre la thèse de Madame Ben-Redouane, en ce sens qu'il crée parfois des situations de complexité qui ne peuvent qu'engendrer un phénomène de renonciation. L'un des intérêts de cette recherche est de permettre au lecteur de mieux appréhender les causes de la renonciation, lesquelles peuvent être inhérentes à la personne susceptible de bénéficier de l'aide sociale, ou extérieures à celle-ci, la raison étant alors à rechercher, au moins partiellement, dans la complexité et l'inefficacité du droit. La thèse apporte par conséquent une vision renouvelée de la question de l'effectivité des droits sociaux, car il ne s'agit pas de s'interroger sur le degré de réalisation de ces droits, comme la doctrine l'a souvent fait, mais plutôt d'analyser les raisons qui expliquent que ces droits puissent ne pas être mis en œuvre car le bénéficiaire, potentiel ou avéré, y a renoncé. Et à cet égard, la thèse démontre que la renonciation peut être le fruit d'une manifestation de volonté, mais qu'elle peut aussi être le résultat d'une situation subie. Par ailleurs, l'étude de Johanna Ben-Redouane dépasse le seul cadre de l'analyse juridique stricto sensu afin d'interroger, dans une perspective de science administrative, la relation entre l'administration et l'usager. Dans le champ de l'aide sociale, cette relation prend une tournure particulière puisque l'usager est titulaire de droits-créances, l'administration étant alors perçue comme le débiteur. Cela a pendant longtemps justifié la position d'assujetti à laquelle les usagers de l'aide sociale ont été soumis, position qui a cependant été atténuée par l'introduction de la logique de contractualisation. Le contrat,
que l'on a par exemple mis en œuvre dans le cadre des minima sociaux à l'instar du revenu minimum d'insertion, puis du revenu de solidarité active, a été présenté comme une manière de rééquilibrer la relation entre administration et administrés. Le discours administratif fait du contrat un instrument de concertation et de recherche du consentement des deux parties, spécialement du bénéficiaire de l'aide sociale, et ce, afin d'introduire une plus grande individualisation de l'aide apportée ainsi qu'une plus grande responsabilisation de l'usager. L'objectif peut sembler louable, mais la thèse démontre qu'il n'est nullement atteint. Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a en réalité jamais complètement quitté sa position d'assujetti. Le droit de l'aide sociale n'a en effet guère progressé dans sa capacité à faire en sorte que le bénéficiaire se saisisse des règles de droit et les utilise à son avantage. C'est finalement une réflexion sur les lacunes de l'État-providence que nous livre l'étude de Johanna Ben-Redouane. En cela, elle complète opportunément les travaux menés sur l'effectivité des droits sociaux centrés essentiellement sur la justiciabilité, en apportant un regard renouvelé sur l'efficacité du droit et sur la capacité ou l'incapacité de la norme à atteindre l'objectif qu'elle s'est initialement fixé. La thèse exhorte in fine le législateur et le pouvoir exécutif à ne pas se limiter à l'affirmation de droits de solidarité, mais à veiller à ce que leurs conditions de mise en œuvre les rendent véritablement accessibles. Le diable se cache souvent dans les détails. C'est ce que suggère opportunément cette recherche dont l'écho devrait, selon nous, dépasser le seul cadre académique afin d'alimenter la réflexion sur le devenir de l'État-providence et sur les réformes à envisager afin de garantir une plus grande justice sociale. Virginie Daunier, professeure à l'Université de Toulon. Elsa Forêt, professeure à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Introduction. 1. La renonciation en droit de l'aide sociale, oxymore car alliance inattendue entre deux termes en apparence contradictoires, loin de n'être qu'une simple figure de style, est un objet d'étude juridique. Le terme de renonciation désigne communément un abandon, un désaveu, un reniement, une abdication et en droit, l'acte par lequel on abandonne ses droits. Échappe alors à l'esprit commun que la renonciation, cet acte qui semble né sous le signe du découragement de l'extinction, de la mort, cette faux dont s'arme l'individu lorsqu'il entend mettre fin à la vie de l'une de ses prérogatives, puisse intéresser le droit à l'aide sociale, droit lié à un impératif fort, faire vivre son titulaire. Cette incompréhension transparaît dans la négation par une partie de la doctrine de la possibilité de renoncer à un droit à l'aide sociale. Aussi a-t-il été affirmé qu'il ne saurait y avoir de renonciation valable à ce droit, que l'administré ne peut renoncer même par un engagement de sa part au bénéfice de la législation d'aide sociale, ou encore que l'assisté ne peut pas renoncer à son droit à l'aide sociale ni implicitement ni expressément. Pourtant, nul doute que certaines personnes souhaitent abandonner leurs droits en raison notamment de la lourdeur des démarches nécessaires à leur obtention, de la crainte d'être stigmatisées, de leur volonté de percevoir une aide plus avantageuse ou encore de leur refus de certaines conditions d'obtention et de conservation de ces droits. 2. Ce rejet de la renonciation de la sphère du droit de l'aide sociale pose question dans la mesure où elle est un instrument juridique universel d'un point de vue historique, et au sein des différentes branches du droit. Historiquement, nul doute que les renonciations sont de tout temps, on en rencontre à toute époque, car il n'a jamais existé une loi, faite en vue des combinaisons les plus ordinaires des intérêts, qu'on ait eu parfois et exceptionnellement le désir d'en écarter l'application. Au Moyen Âge, la renonciation connaît un important développement via l'insertion dans les actes juridiques de clauses de renonciation par lesquelles leurs auteurs manifestaient leur intention de résister à l'introduction du droit romain. Ces renonciations ayant pour unique point commun le fait de l'abandon qui servait à les qualifier, et l'hostilité à la loi comme raison d'être, éléments insuffisants pour caractériser une institution, les juristes tentèrent de soumettre à une théorie générale l'ensemble des renonciations, qu'elles soient abdicatives ou translatives, principales ou accessoires, réalisées à titre gratuit ou onéreux. Dès le XVe siècle, les auteurs abandonnent l'étude générale de la renonciation et lui préfèrent l'étude individuelle de chaque renonciation. Ainsi, les renonciations à la succession, à la prescription ou encore à l'hypothèque légale de la femme mariée font l'objet d'études particulières.
Il faudra attendre le début du XXe siècle pour voir à nouveau la doctrine tenter d'élaborer une théorie générale de la renonciation. Pour ce faire, elle ne cherche pas à y intégrer toutes les situations qui avaient pu précédemment être qualifiées de renonciation, mais au contraire, à dégager les traits caractéristiques des situations d'abandon de droit insusceptibles d'être rattachées à d'autres catégories juridiques connues. La continuité des recherches doctrinales portant sur la renonciation traduit l'universalité de cet instrument juridique, universalité qui se dévoile également à travers son usage dans les différentes branches du droit. Droit civil, droit du travail, droit pénal, droit administratif et droits fondamentaux. Alors que, à l'occasion de ces réflexions, les auteurs soulignent tantôt le caractère a priori paradoxal, voire iconoclaste, de la renonciation aux droits et libertés de l'homme conférés à leurs titulaires dans un souci de protection, tantôt son caractère profondément contraire à l'esprit du droit familial, ou ses traits caractéristiques peu compatibles avec l'esprit et les données générales du droit administratif, tous sont néanmoins conclus à l'existence de la renonciation dans chacune des branches du droit étudiées. 3. Dès lors, bien que tout un chacun puisse être généralement fort peu enclin à envisager la configuration dans laquelle un individu souhaiterait se comporter en sens exactement opposé à ce qu'il est attendu qu'il fît, l'abandon de son droit au lieu de son exercice, la renonciation en droit de l'aide sociale mérite d'être étudiée. Il est d'ailleurs parfois fait expressément référence à la renonciation du bénéficiaire à son droit à l'aide sociale par le juge et par la doctrine. Dans ce dernier cas cependant, le terme est surtout utilisé lors des réflexions sur le non-recours au droit à l'aide sociale, c'est-à-dire sur les situations dans lesquelles une personne ne bénéficie pas d'une offre publique, de droits et de services à laquelle elle pourrait prétendre. Quoique d'aucuns aient estimé qu'une distinction entre non-recours et renonciation ne serait pas juridiquement pertinente dans le champ du chômage, des aides à l'emploi et de l'aide sociale, l'assimilation de ces notions qui désignent indubitablement des situations d'abandon de droit pose question. Si l'usage du terme renonciation par la doctrine ne saurait donc permettre à lui seul de conclure à l'existence de la renonciation, il met en exergue, en droit de l'aide sociale, un phénomène d'abandon de droit qui ouvre la voie à une réflexion en termes de renonciation. Avant de présenter son intérêt, 2, et ses finalités, 3, le champ de l'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale doit être précisé. 1. La détermination du champ de l'étude. 4. De prime abord, s'intéresser à la renonciation en droit de l'aide sociale en tant qu'elle est un mécanisme qui va à l'encontre de la recherche du profit, peut sembler vain. La prégnance de la représentation morale et politique de l'homme économique, l'homo economicus, représentation dans laquelle les individus sont supposés être entièrement mus par la seule dictature du calcul économique, et leurs actions tournées vers la recherche de la satisfaction de besoins illimités par une accumulation de richesses, amène à penser que nul ne peut renoncer délibérément à un gain financier. L'abandon de droit est pourtant une réalité en droit de l'aide sociale. Pour appréhender ce phénomène juridiquement, la notion de renonciation doit être précisée et le champ matériel de l'étude délimité, car les frontières entre les composantes traditionnelles du droit de la protection sociale, l'aide sociale, l'action sociale et la sécurité sociale sont poreuses. B. La délimitation de l'objet de l'étude. 5. Quelques auteurs, avant même que la question du non-recours ne devienne une problématique fondamentale en droit de l'aide sociale, avaient conscience de l'existence d'un phénomène d'abandon de droit. Dans leurs travaux, certains ont pointé à propos du RMI, la liberté de ne pas s'insérer, ou à propos de l'aide médicale, le fait que trop de personnes en détresse n'y ont pas trouvé le soutien nécessaire parce qu'elles n'ont pas pu ou pas souhaité y recourir. Les situations d'abandon de droit en la matière sont toutefois difficiles à identifier. Pour autant, comme le précise Caroline Bugnon à propos du non-recours au juge des bénéficiaires de l'aide sociale, une réflexion sur les causes et les enjeux du phénomène d'abandon de droit, bien que peu perceptible pour le juriste, mérite sa place au sein de la discussion, au nom du respect de la solidarité nationale et de l'exigence de justice sociale. 6. Il appartient aux juristes qui souhaitent étudier la renonciation en droit de l'aide sociale de faire sortir de l'ombre les situations d'abandon de droit, de les faire passer du domaine de l'invisible à celui du visible.
Ces situations peuvent être identifiées, d'abord, dans les décisions de justice où n'apparaissent pourtant ni le terme renonciation, ni le terme renoncer. Le non-recours et la renonciation sont assurément, rarement au cœur d'un litige. En effet, le juge n'est saisi par un bénéficiaire n'ayant pas exercé son droit à l'aide sociale ou y ayant renoncé que si celui-ci conteste l'avoir abandonné, et les bénéficiaires renoncent souvent à leur droit à exercer un recours devant le juge pour disposer des prestations sociales auxquelles ils ont droit en raison de la complexité des règles procédurales et de leur inadéquation avec l'urgence des situations sociales. Néanmoins, les situations d'abandon de droit se révèlent parfois à travers les faits des décisions de justice. Si le mot est absent, il reste que la chose, elle, est bien présente. Dans l'ordonnance du 5 novembre 2014 rendue à la suite de l'exercice d'un référé-liberté devant le tribunal administratif de Nice, afin d'obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet accordant le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice résiliant le bail et prononçant l'expulsion, il ressort ainsi des faits énoncés que la requérante, alors Q', elle avait été informée des possibilités offertes par la loi Dallot du 5 mars 2007, n'y a pas eu recours. Pareillement, les faits énoncés dans une décision de la Commission centrale d'aide sociale rendue le 4 novembre 2004 à la suite d'un recours contre une décision de récupération laissent entrevoir la renonciation d'une petite fille, pour le compte de sa grand-mère, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement dans le but que soit rétablie, à taux plein, l'allocation compensatrice. Ces situations peuvent être identifiées ensuite, à l'aide des travaux menés dans d'autres disciplines, en particulier la sociologie et la science politique, puisque les juristes ne sont pas les mieux armés pour mesurer les conditions d'application concrète de la règle de droit, alors même qu'il paraît évident et peu contesté qu'il ne peut y avoir de connaissance du droit sans prise en compte des effets sociaux du droit, ce que fait la sociologie générale, et de la place Q', occupe le droit comme ressource dans les relations sociales. Dans un tout autre domaine, Marianne Cohandet affirme d'ailleurs que certaines recherches effectuées par des sociologues ou des politistes comportent des éléments d'analyse intéressants pour l'étude juridique de l'effectivité du droit et par conséquent, peuvent et doivent compléter une analyse juridique de cette question, mais elles ne sauraient s'y substituer. 7. Les situations d'abandon de droit identifiées ne sauraient cependant être qualifiées de renonciation, sans qu'ait été préalablement déterminé le sens de cette notion considérée par certains comme mouvante, insaisissable, finalement impossible à ramener à l'unité. Or, aucun consensus n'existe quant au sens de cette notion. La renonciation, avant de faire l'objet d'une théorie générale, se révélait être une notion aux contours incertains. Il n'était pas rare que la doctrine qualifie certaines opérations juridiques de renonciation conventionnelle, de renonciation translative ou de renonciation in favorem. Dans la mesure où le seul point commun entre toutes ces renonciations était le fait matériel de l'abandon tout nu, tandis que la nature de cet abandon, son objet, ses causes différaient d'un cas à l'autre, la renonciation s'apparentait à un acte par lequel une personne abdique ou abandonne un droit qui lui appartient. Bien que la diversité des situations de renonciation en droit civil ait rendu difficile l'élaboration d'une théorie générale, une partie de la doctrine civiliste a dès le début du XXe siècle tenté de donner à la notion de renonciation une unité dans sa forme et dans ses effets. Selon la définition élaborée par la doctrine classique qui a longtemps prévalu, la renonciation est l'acte par lequel une personne, au moyen d'une manifestation unilatérale de volonté en général libre dans ses formes, abdique, dans le but de l'éteindre, sans la volonté de le transmettre à un tiers, un droit actuel ou futur qui lui appartient ou d'empêcher ce droit de naître. La renonciation est dès lors envisagée comme un acte de volonté unilatérale et abdicatif d'un droit. 8. En raison de l'impossibilité, via l'application de la théorie classique, d'appréhender la réalité de la renonciation dans d'autres branches du droit et tout particulièrement, dans celle du droit administratif et des droits fondamentaux, d'autres définitions moins restrictives de la notion de renonciation ont été élaborées par la doctrine. Certains auteurs abandonnent le critère de forme, le caractère unilatéral de la renonciation, et recentrent la notion de renonciation autour de l'idée de manifestation d'une volonté abdicative de l'auteur de l'acte. La renonciation est alors définie comme tout acte juridique où s'exprime une volonté abdicative.
D'autres n'hésitent pas à prendre davantage encore de distance avec la définition élaborée par la doctrine classique, en envisageant la renonciation comme un acte non abdicatif portant non pas sur la titularité du droit, à savoir sur la propriété ou l'appropriation de ce droit par son titulaire, mais sur son exercice. Elle revêt alors la forme d'un engagement, par un acte juridique, à ne pas exercer un droit ou une liberté ou à l'exercer dans un sens déterminé, voire celle du non-exercice d'un droit, car si la renonciation, abdicative ou non abdicative, est généralement appréhendée par la doctrine comme un acte juridique se distinguant du non-exercice d'un droit qui ne manifeste pas l'expression d'une volonté suffisamment précise pour constituer un acte juridique, une partie de la doctrine pourrait leur minoritaire, à l'instar d'Olivier de Schutter et Julie Ringelheim, estime que la renonciation peut notamment signifier ne pas exercer une liberté qui nous est reconnue, que nous aurions donc le droit d'exercer, c'est-à-dire qu'elle peut consister dans le non-usage d'un droit par son titulaire. Différentes acceptions de la notion de renonciation coexistent, si bien que cette notion ne recouvre pas une réalité juridique unique. Pour que puissent être identifiées les situations de renonciation en droit de l'aide sociale, deux voies se dessinent. Choisir l'une ou l'autre de ces définitions doctrinales ou rechercher l'essence de la renonciation en dégageant les éléments invariants et communs à l'ensemble de ces définitions. 9. La seconde option semble préférable pour éviter l'écueil consistant à choisir de façon a prioristique l'une des définitions proposées par la doctrine, alors que, d'une part, en l'absence d'une définition législative ou jurisprudentielle de la renonciation, rien ne justifie de retenir ou d'écarter a priori l'une ou l'autre de ces définitions et que, d'autre part, si la doctrine s'appuie généralement sur la jurisprudence pour étudier et définir la notion de renonciation, le chercheur en droit de l'aide sociale est confronté à la rareté des décisions de justice, ayant pour objet la renonciation du bénéficiaire à son droit. Or, selon la définition retenue, le non-recours est d'emblée inclus ou au contraire exclu du champ de l'étude puisque s'il est un objet d'étude juridique, il n'est assurément pas un acte juridique. L'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale suppose donc, non pas de rechercher et d'analyser les situations correspondantes à l'une des définitions de la notion de renonciation élaborée par la doctrine, mais d'identifier les situations de renonciation à l'aide des éléments invariants et communs à l'ensemble de ces définitions, afin de pouvoir les analyser. 10. Les traits saillants de la renonciation peuvent être dégagés, car les définitions de la notion de renonciation élaborées par la doctrine, en dépit de leurs différences, ont certains points en partage. La cause de la renonciation est toujours la volonté du renonçant de se dépouiller d'une prérogative attachée à un droit, en abandonnant la titularité du droit ou son exercice. La renonciation n'est donc jamais fortuite puisque le dépouillement est volontaire et intervient en toute connaissance de cause. La renonciation n'est jamais non plus un moyen au service d'une fin. En ce sens, elle n'emporte pas par elle-même transfert du droit à autrui. Son objet, qu'elle soit abdicative ou non abdicative, est une prérogative, c'est-à-dire l'attribut d'un droit, son contenu. Cette caractéristique, qui pourrait paraître trop évidente pour devoir être formulée, mérite en réalité d'être mise en exergue en ce qu'elle fait de la renonciation une notion juridique et la différencie du renoncement, lequel peut porter sur un objet autre qu'un droit tel qu'un acte médical, la conclusion d'un contrat, une réforme législative ou encore l'organisation d'un concours. Son effet est la perte de la prérogative attachée au droit. Cette perte est définitive lorsque la renonciation est abdicative, car portant sur la titularité du droit, c'est-à-dire le rapport à la chose, elle fait sortir le droit du patrimoine du renonçant, tandis qu'elle est temporaire lorsque la renonciation prend la forme d'un engagement à ne pas exercer un droit ou à l'exercer dans un sens déterminé, ou la forme du non-exercice du droit, car elle porte dans ces cas-là uniquement sur l'exercice d'un droit. Alors qu'il a parfois été considéré que le seul point commun entre toutes les renonciations est un fait matériel, l'abandon, la renonciation est un acte ou un fait juridique qui a pour seul but et pour effet direct l'abandon d'une prérogative. Peuvent dès lors être identifiées les situations de renonciation en droit de l'aide sociale, sans que soit exclue dans le même temps la possibilité que coexistent en la matière plusieurs formes de renonciation. B. La délimitation du champ matériel de l'étude. Le droit de l'aide sociale stricto sensu. 11.
Si le système de protection sociale se caractérisait, à l'origine, par la coexistence de dispositifs relativement autonomes en ce qui concernait leur finalité, leur construction juridique et leur fonctionnement, il se singularise désormais par sa complexité. À la Libération, période où commencèrent à coexister en France les trois grandes formes d'intervention en matière de protection sociale, la sécurité sociale, l'aide sociale et l'action sociale, l'identification de chacune de ces formes passait par la juxtaposition d'un critère organique et d'un critère matériel. Alors que le premier renvoyait aux organes ou aux institutions accordant les prestations sociales, le second renvoyait aux principes et règles organisant leur régime. Dès lors, constituaient des prestations d'aide sociale celles qui étaient délivrées par les collectivités publiques et qui, répondant à un état de besoin, ne nécessitaient aucune contribution préalable de leurs bénéficiaires et étaient soumises à une condition de ressources. À l'inverse, étaient considérées comme des prestations de sécurité sociale celles qui étaient délivrées par des organismes de sécurité sociale, qui ne pouvaient être ouvertes sans cotisation préalable et qui, reposant sur la survenance d'un risque social, n'étaient pas soumises à une condition de ressources. Or, ce modèle fut très rapidement détricoté par la superposition et l'interpénétration des logiques de protection. À côté des prestations de sécurité sociale classiques attachées à la survenance du risque et alimentées par des cotisations, sont intégrées dans le dispositif de sécurité sociale, dès les années 1950, des prestations non contributives et généralement soumises à conditions de ressources. Avec la mise en place de ces prestations non contributives fonctionnant comme des minima sociaux, tels que l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la logique assistentielle, propre à l'aide sociale, a intégré le dispositif de sécurité sociale dont les droits étaient en principe liés au versement d'une contribution préalable acquittée sous la forme d'une cotisation. Les institutions de sécurité sociale peuvent ainsi délivrer des prestations universelles obéissant à une logique d'assurance, des prestations non contributives ciblées et obéissant à une logique assistentielle, ou encore des prestations universelles, mais non contributives, obéissant à une logique mixte. Le brouillage des frontières s'accentue à partir de la fin des années 1980, en particulier avec la mise en place du revenu minimum d'insertion qui relève, de manière totalement inédite, des trois grands domaines d'intervention du droit de la protection sociale, de la couverture maladie universelle, ou encore de l'allocation personnalisée d'autonomie, sorte de prestation non contributive de solidarité nationale. Dès lors, le contenu du droit de l'aide sociale peut varier selon le critère adopté, critère matériel ou critère organique. 12. Les caractéristiques de la renonciation étant intrinsèquement liées à la nature des droits sur lesquels elle porte, il paraît essentiel de ne s'intéresser qu'à ceux qui sont soumis à un régime juridique similaire. En dépit des multiples dérogations aux principes directeurs permettant classiquement de distinguer les prestations d'aide sociale des prestations de sécurité sociale, subsidiarité par rapport à la famille, caractère alimentaire et recours en récupération pour les premières et non pour les secondes, et des procédures contentieuses spécifiques, compétences des tribunaux de l'ordre administratif d'un côté et de l'ordre judiciaire de l'autre, il semble possible d'identifier le régime juridique des droits à une prestation sociale en fonction de leur caractère contributif ou non, c'est-à-dire de la logique assurantielle ou assistentielle qui les sous-tend. Dès lors, l'ensemble des prestations sociales non contributives, qu'elles soient soumises à conditions de ressources ou non, qu'elles soient servies par l'État et les départements ou par les organismes de sécurité sociale, entrent dans le champ de l'étude. Cette approche permet de ne pas exclure, d'une part, les prestations relevant plutôt de l'aide sociale telles que l'allocation personnalisée d'autonomie, l'ancien revenu minimum d'insertion ou le revenu de solidarité active qui revêtent un caractère assistentiel très marqué, et d'autre part, les prestations intégrées au dispositif de sécurité sociale de façon artificielle ou acrobatique qui avaient naturellement vocation à entrer dans le giron de l'aide sociale, telles que l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l'allocation aux adultes handicapés, qui, réservées à des personnes en situation de besoin, sont une réponse à l'indigence et participent à la lutte contre la pauvreté, ce qui est une finalité traditionnelle de l'aide sociale. L'intérêt de l'étude. 13.
L'apport de l'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale est double. Elle représente l'occasion de se questionner sur la pertinence des différentes théories de la renonciation élaborées depuis le début du XXe siècle, et par conséquent, de participer à l'évolution constante de cette notion dans les différentes branches du droit. Elle représente également une voie nouvelle pour s'intéresser à l'effectivité des droits sociaux puisque les droits énoncés au 10e et 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 sont au fondement de droits individuels à obtenir une prestation matérielle, et plus précisément des droits à l'aide sociale, a contribué à la théorie de la renonciation. 14. S'il est une matière dans laquelle la notion de renonciation a été étudiée, c'est certainement le droit privé. Bien que le droit civil constitue sans aucun doute le domaine de prédilection de la renonciation puisque c'est dans cette branche du droit qu'a été élaborée la théorie classique de la renonciation, le droit du travail et le droit pénal sont des branches du droit dans lesquelles la doctrine depuis la fin des années 1990 s'est également intéressée à la renonciation. Dans le domaine des droits fondamentaux, domaine de réflexion relevant davantage des publicistes que des privatistes, la renonciation est, là encore, essentiellement étudiée comme un acte relevant du droit privé dans la mesure où elle est généralement saisie dans les relations entre personnes privées. L'appropriation de la notion d'abord par le droit civil dès le début du XXe siècle, puis par le droit privé plus largement, s'explique sans aucun doute par le fait que, en droit public, il s'est posé la question de savoir comment transposer une notion reposant sur les idées d'autonomie de la volonté, de liberté individuelle dans un système juridique dominé par les idées de puissance publique, d'autorité, de satisfaction des besoins collectifs. Or, rares sont les auteurs à avoir tenté de dénouer ce paradoxe. Seuls Jean-Marie Auby et Claude Blouman, en droit administratif français, ont cherché à appréhender le phénomène de renonciation dans son ensemble sans s'enfermer dans le cadre particulièrement restrictif érigé par la théorie classique au début du XXe siècle. En dépit du regain d'intérêt que suscite la notion de renonciation à compter des années 1990, la doctrine publiciste est restée à l'écart des réflexions qui lui ont donné un nouveau souffle puisque les rares auteurs à s'intéresser à la renonciation en droit public ont repris la définition élaborée par Claude Blouman. Aussi l'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale représente-t-elle une occasion de revisiter la notion de renonciation en droit public. Contribuer aux réflexions sur l'effectivité des droits sociaux. 15. L'étude peut paraître dépourvue d'intérêt, car le constat selon lequel seule une infime proportion des personnes éligibles à une prestation y renoncent volontairement pourrait conduire à conclure, comme cela a parfois été le cas pour le non-recours, que ce problème n'est pas et ne peut pas être très grave, et par conséquent qu'il ne s'agit d'un problème sérieux ni pour les personnes elles-mêmes ni pour les administrations en charge de verser ces prestations ni pour les décideurs politiques. Pourtant, les quelques juristes à s'être penchés sur le non-recours, notion dont les liens avec celle de renonciation seront étudiés plus loin, soulignent qu'avec la question du non-recours se pose celle de l'effectivité des droits, et spécialement des droits sociaux. Or, cette question présente un intérêt certain, non seulement parce que le champ des droits de l'homme, plus précisément des normes qui déclarent, reconnaissent, définissent, attribuent des droits de l'homme, est certainement celui où l'écart entre l'existence de la norme et l'effectivité de son application est le plus grand, surtout dans le champ des droits sociaux, mais encore parce que l'effectivité des droits sociaux constitue une part une exigence inhérente à la norme juridique qui est faite pour régir le réel, et pour se traduire dans les faits, et d'autre part, une exigence sociale dans la mesure où l'ineffectivité engendre un accroissement de la pauvreté. Le plan gouvernemental contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale de janvier 2013 soulignait d'ailleurs que le renoncement des personnes à l'aide théoriquement organisée pour elles est un frein puissant à l'efficacité des politiques de solidarité, et en déduisait la nécessité d'interroger nos dispositifs de solidarité et d'établir les raisons pour lesquelles les personnes modestes qu'ils sont supposés aider s'en détournent. 16. Il a quelquefois été considéré qu'une norme permissive, dont la caractéristique est d'attribuer un droit sans faire naître d'obligation à la charge de son destinataire qui dès lors est libre d'user ou non de la faculté qui lui est offerte, ne peut pas être ineffective, car on ne saurait pousser la notion d'effectivité pour les lois permissives,
jusqu'à cette conséquence que tout ce qui est permis devrait être effectivement appliqué. Ainsi, l'effectivité de la loi qui consacre une liberté d'agir se situe non dans l'action, mais dans la liberté même, c'est-à-dire dans le pouvoir de choisir l'inaction aussi bien que l'action. Au regard des approches diverses de la notion d'effectivité, cette vision amenant à refuser que les normes permissives qui sont à l'origine des droits sociaux ou qui les concrétisent par la mise en place d'aides sociales puissent être ineffectives doit toutefois être relativisée. Elle n'a de sens que lorsque l'effectivité du droit est comprise comme la conformation du comportement des individus aux prescrits de la règle, acception selon laquelle une norme est considérée comme effective, si les sujets de droit la respectent ou si les autorités chargées de son application sanctionnent sa violation. Si la renonciation en droit de l'aide sociale n'est pas un vecteur pour appréhender l'effectivité des droits sociaux quand l'effectivité d'une règle de droit correspond au fait que celle-ci soit respectée ou à défaut, sanctionnée. Approche qui ignore la diversité et la spécificité des normes juridiques, elle peut l'être à partir du moment où la notion d'effectivité est comprise différemment. 17. La notion d'effectivité qui renvoie toujours au passage de l'énoncé de la norme juridique à sa concrétisation ou à sa mise en œuvre dans le monde, est envisagée tantôt dans le cadre des rapports droit-application du droit, tantôt dans celui plus large des relations droit-société. La première approche, adoptée principalement par les juristes, repose sur une compréhension de la dialectique entre le droit et sa concrétisation, dans une visée interne au système juridique, c'est-à-dire exclusivement normative. Elle est limitée aux relations entre normes juridiques, tandis que la seconde, particulièrement utilisée dans les travaux de sociologie du droit, tient compte des rapports entre le droit et la réalité sociale. C'est essentiellement cette première approche selon laquelle l'effectivité renvoie au degré de mise en œuvre d'un énoncé caractérisé par son degré de généralité et d'abstraction, au sein du droit positif inférieur, par le législateur, par les autorités administratives et par les autorités juridictionnelles qui a été mobilisée par la doctrine à l'occasion des réflexions sur l'effectivité des droits sociaux dans la mesure où elle est et longtemps focalisée sur leur concrétisation par le législateur et sur leur applicabilité par le juge. Toutefois, si la concrétisation des droits sociaux par des normes inférieures ainsi que la garantie de leur respect par des voies judiciaires sont nécessaires pour qu'ils se réalisent, cette approche de l'effectivité est partielle puisqu'elle ignore la question de l'écart entre le droit en vigueur et la réalité sociale qu'il est censé ordonner. Alors, il ne peut y avoir de connaissance du droit sans prise en compte des effets sociaux du droit, ce que fait la sociologie générale, et de la place qu'occupe le droit comme ressource dans les relations sociales. Or, l'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale permet précisément d'aborder la question de l'effectivité des droits à l'aide sociale et par ricochet, des droits sociaux, dans le cadre des relations droit-société, à savoir sous un angle distinct de celui souvent adopté par la doctrine, puisque qu'elle apporte un éclairage aussi bien sur la question de la réception de la norme que sur celle de l'accès aux biens garantis. 18. L'effectivité, pensée comme la réception de la norme, peut s'entendre comme l'utilisation d'un modèle de référence pour l'action dès lors que la norme est comprise comme un modèle, c'est-à-dire comme un outil fixant comment des choses les plus diverses, conduite ou action humaine, opération juridique, effet d'un acte, etc., doivent être, et non comme une règle de conduite sanctionnée. Est alors effective la règle utilisée par ses destinataires comme modèle pour orienter leurs actions. Dans cette acception de la notion d'effectivité, l'utilisation de la norme comme modèle procède des autorités chargées de l'application du droit ainsi que des destinataires de la loi. Comme le montre Cédric Roulac à propos du droit au logement reconnu par la loi Besson, il est possible de considérer que les dispositions qui tendent à favoriser l'accès ou le maintien dans un logement des personnes en difficulté sont effectives lorsque les acteurs habilités concrétisent le cadre général au niveau local et que les individus accomplissent les démarches pour bénéficier d'une aide de la collectivité. Une norme est effective quand les autorités compétentes ont mis en place le dispositif et quand les bénéficiaires en font usage. Cette acception de la notion d'effectivité est questionnée par la renonciation et le non-recours puisqu'elle dépend en partie de la capacité des acteurs, en l'occurrence des bénéficiaires de l'aide sociale, à se saisir des facultés qui leur sont offertes. Dès lors, il constitue un angle intéressant pour appréhender l'ineffectivité statistique, considérée par rapport à la société et non par rapport à l'individu,
car le taux d'utilisation de la norme détermine son degré d'effectivité et par conséquent d'ineffectivité. Dans la mesure où le refus de la norme, ou le désintérêt à son égard, traduit son ineffectivité, renonciation et non-recours figurent au rang de la multitude d'effectivités et d'ineffectivités individuelles qui sont la cause de l'ineffectivité statistique. 19. L'étude de la renonciation et du non-recours permet également d'appréhender l'effectivité des droits sociaux, au sens de l'accès aux biens garantis, de la jouissance de l'avantage promis par les textes. Le développement de cette approche de l'effectivité, souvent implicite dans les discours doctrinaux et peu conceptualisés, est révélateur d'une tendance de la part d'auteurs de la doctrine juridique à chercher et finalement, à sonder la réalisation des droits et libertés au plus près de la réalité sociale. Cette conception de l'effectivité est sous-jacente à bon nombre de réflexions autour des droits sociaux et des droits à l'aide sociale. La raison en est sans doute que la non-perception d'une aide sociale, que le bénéficiaire l'ait sollicitée ou non, emporte les mêmes conséquences, le renforcement des situations de pauvreté et d'exclusion. Or, si l'effectivité est un objet d'indispensable inquiétude pour les juristes soucieux de convaincre qu'ils ne s'enferment pas dans l'univers abstrait des règles, et sont attentifs à l'inscription de celles-ci dans les pratiques sociales, et s'il semble particulièrement logique, sinon nécessaire, que l'on s'attache à apprécier les effets concrets ou l'efficience de ces instruments juridiques de changement ou d'amélioration des données socio-économiques que constituent les règles de droit. Ces effets, en droit de l'aide sociale, dépendent de la perception effective d'une aide ou de l'accès effectif à un service public. Cette conception de l'effectivité sous-tend d'ailleurs non seulement les dispositifs mis en œuvre par les lois, du 1er décembre 1988 relatives au revenu minimum d'insertion, du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, du 27 juillet 1999 portant création des apostrophes, une couverture maladie universelle ou encore du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, qui, prenant acte de l'ampleur du phénomène d'exclusion, font de l'accès au droit le cœur des politiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions, mais elle sous-tend aussi nombre de réflexions doctrinales sur l'accès aux droits sociaux. Dans les deux cas, la réalisation de l'objet du droit est conçue à travers l'accès aux biens. Cela transparaît dans le vocable utilisé puisque ce n'est plus uniquement l'effectivité de la norme qui est recherchée ou étudiée, mais l'accès effectif au droit. Néanmoins, quoique la construction du thème de l'accès effectif au droit ait marqué un temps important de la réflexion sur la réalisation des droits sociaux, force est de constater que les juristes sont peu nombreux à s'y être intéressés et qu'ils le sont encore moins à l'avoir fait indépendamment de la question de l'accès aux juges. Cette approche de la notion d'effectivité comme accès aux biens garantis continue d'être mobilisée dans les travaux récents sur la justiciabilité des droits sociaux, mais si étudier la renonciation en droit de l'aide sociale revient à se pencher sur la question de l'accès effectif aux services publics ou aux droits, l'effectivité entendue comme l'accès aux biens garantis est abordée sous un angle différent, sans doute trop souvent ignoré par la doctrine, puisqu'elle est déconnectée, pareillement, de la question de l'accès aux juges et de celle de la justiciabilité des droits sociaux. 20. En définitive, la renonciation en droit de l'aide sociale est révélatrice des limites de la réalisation des droits sociaux, car la volonté du bénéficiaire, indispensable à l'acquisition ou la conservation d'un droit à l'aide sociale, est une condition juridique de son effectivité. Cette volonté faisant défaut lors de l'usage de la renonciation, cette dernière est une cause d'ineffectivité des droits sociaux puisque les causes d'ineffectivité ne sont autres que les conditions de l'effectivité, et inversement. Son étude présente l'avantage de se décentrer de la problématique de l'accès aux juges et son rôle dans l'accès aux droits sociaux, et de se préoccuper plus largement de leur contenu, car c'est dans ce contenu que résident les éléments d'explication de la renonciation du bénéficiaire de l'aide sociale à ses droits. 3. Les finalités de l'étude. 21. L'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale entend lever le voile sur une réalité juridique, dont l'existence est trop souvent niée ou admise sans qu'aucune justification théorique et juridique ne soit fournie, et dont la forme aussi bien que le régime juridique sont méconnus. Pour ce faire, l'existence de la renonciation en droit de l'aide sociale doit d'abord être démontrée,
ce qui suppose d'écarter les doutes relatifs à la possibilité conceptuelle et juridique de renoncer en droit de l'aide sociale, partie 1. Cette étape, qui implique un travail de clarification conceptuelle important, nécessite également de s'intéresser à la nature et à la spécificité des droits à l'aide sociale. Après avoir démontré la possibilité de renoncer au droit à l'aide sociale, il devient possible d'étudier la mise en œuvre de la renonciation qui, en la matière, est susceptible de revêtir certaines spécificités compte tenu de la vulnérabilité des publics visés et de la particularité des droits concernés. Partie 2. La renonciation étant heuristique, son étude permet d'appréhender la place du bénéficiaire au sein du droit de l'aide sociale, car l'étude de la renonciation révèle la sphère d'autonomie qu'une matière reconnaît à l'individu, c'est-à-dire le degré de liberté qui lui est consenti par rapport à un autre acteur le laissant libre de se déterminer ou de se gouverner. Or, cette sphère d'autonomie pose question en droit de l'aide sociale dans la mesure où, si le bénéficiaire, usager d'un service public, a longtemps été considéré comme un usager mis en tutelle, cette conception a été fortement ébranlée puisque depuis la mise en place du revenu minimum d'insertion par la loi du 1er décembre 1988, émergent des formes renouvelées de l'assistance dans lesquelles la recherche de l'adhésion du bénéficiaire est requise, notamment au travers de dispositifs contractuels qui structurent la prise en charge. Alors que s'atténue la figure de l'usager enfermé dans un statut légal et réglementaire auquel il ne peut prendre part, les idées dominantes d'insertion, de non-discrimination ou encore d'accès aux droits font poindre une autre vision de ce que doit être l'action sociale, entraînant une réévaluation de la place des bénéficiaires, voire de la conception que l'on s'en fait. Le bénéficiaire se voit placé au centre des dispositifs d'aide sociale. Il semble être la mesure de toute intervention le concernant. C'est sa situation singulière, ses besoins, qui doit être pris en compte pour construire ce qui va dorénavant constituer un cheminement, son parcours, vers son inclusion. Ce sont ses aspirations qui doivent être accueillies et valorisées, ses demandes et aspirations. Et c'est son adhésion à la fois aux finalités et aux modalités de son accompagnement qui conditionne le succès. Il n'est cependant pas certain que cette conception du bénéficiaire de l'aide sociale ait entièrement remplacé celle de l'usager assujetti. Aussi l'étude de la renonciation conduit-elle à mettre en exergue l'ambivalence de la subjectivisation de cette branche du droit administratif, dès lors que, tout en mettant au jour l'existence de droits publics subjectifs des bénéficiaires de l'aide sociale et le renforcement notable de la prise en compte de leur situation particulière par l'administration, elle dévoile la domination encore prégnante de l'administration sur les administrés en la matière. Partie I. L'existence de la renonciation en droit de l'aide sociale. Partie 2. La mise en œuvre de la renonciation en droit de l'aide sociale. Partie 1. L'existence de la renonciation en droit de l'aide sociale. 22. Bien que la doctrine ne se soit jamais véritablement penchée sur la renonciation en droit de l'aide sociale, il arrive qu'au détour d'une phrase ou d'une note de bas de page elle exclut qu'il puisse être renoncé à un droit à l'aide sociale. Certes, dans l'arrêt Roux, il est affirmé que le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas fondé à contester la décision de la Commission centrale d'aide sociale qui avait admis le requérant hospitalisé en chambre particulière au bénéfice de l'aide sociale, et donc à considérer que ce dernier, en demandant une chambre particulière, avait implicitement renoncé au bénéfice de l'aide sociale dans la mesure où aucune disposition de la loi du 14 juillet 1905 et du décret du 29 novembre 1953 ne subordonne les droits d'un infirme au bénéfice de l'aide sociale, dans le cas où il est hospitalisé avant que ce bénéfice ne lui soit accordé, aux conditions matérielles de cette hospitalisation, tandis que dans la décision d'Ampoda est énoncé le principe selon lequel engagement par avance à ne pas recourir à l'aide sociale, ne saurait faire échec à la législation d'aide sociale française telle qu'elle résulte notamment, d'une part, des lois et des décrets sur l'aide sociale, d'autre part, de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale du 11 décembre 1953. Si de ces décisions, la doctrine n'hésite pas à déduire l'impossibilité de renoncer implicitement ou explicitement à un droit à l'aide sociale, elles sont en réalité susceptibles de faire l'objet d'une interprétation divergente. Aussi apparaît-il nécessaire de mettre en doute les conclusions qu'en a tirées la doctrine. 23. Pour ce faire, l'impossibilité conceptuelle de renoncer, impossibilité absolue,
doit être dissocié de l'impossibilité juridique, impossibilité temporaire et contingente intrinsèquement liée à la conception de l'ordre public, car une renonciation peut être rationnellement concevable sans être toujours licite. Aussi faut-il d'abord chercher à résoudre la question de savoir si la renonciation au droit à l'aide sociale est conceptuellement envisageable. L'étude de la nature des droits à l'aide sociale permet d'apporter une réponse à cette question. Si la doctrine a été récalcitrante à reconnaître les prestations d'assistance comme de véritables droits au profit de leurs bénéficiaires, les droits à l'aide sociale peuvent aujourd'hui être qualifiés de droits publics subjectifs. Une telle qualification permet d'envisager qu'ils puissent faire l'objet d'une renonciation, titre I. Cette première question résolue, il convient ensuite de tenter d'apporter une réponse à celle de savoir s'il est possible juridiquement de renoncer au droit à l'aide sociale. La réponse varie en fonction du caractère abdicatif ou non abdicatif de la renonciation au droit à l'aide sociale, titre 2. Titre 1. La possibilité de conceptualiser la renonciation au droit à l'aide sociale. 24. La question de la possibilité conceptuelle de renoncer au droit à l'aide sociale prime celle de sa licéité, car si la nature de la prérogative l'empêche de faire l'objet d'une renonciation, l'examen de sa licéité est superflu. La possibilité de renoncer a longtemps été intrinsèquement rattachée à la notion de droit subjectif stricto sensu, expression qui désigne une conception restrictive de cette notion selon laquelle un droit subjectif est une prérogative appropriée par son titulaire. Par la suite, le lien entre les notions de renonciation et de droit subjectif s'est distendu. Ce mouvement initié lors des réflexions sur la renonciation au bénéfice de la loi s'est poursuivi, si bien qu'à la fin des années 1990, la doctrine n'est plus unanime sur le fait que les droits subjectifs stricto sensu constituent l'objet exclusif de la renonciation et admet parfois qu'il puisse être renoncé au bénéfice de la loi ou au droit objectif. Traduction du souhait de la doctrine de ne plus enfermer la notion de renonciation dans le cadre étroit de la théorie classique, cette évolution conduit dans le même temps à entourer la question de la nature des droits pouvant faire l'objet d'une renonciation d'un certain flou. Aussi, pour s'assurer de la possibilité de conceptualiser la renonciation au droit à l'aide sociale, apparaît-il nécessaire, avant de déterminer la nature des droits à l'aide sociale, chapitre 2, d'identifier et de qualifier l'objet commun à l'ensemble des approches doctrinales de la notion de renonciation, chapitre 1. Chapitre 1. La recherche d'un critère pour conceptualiser la renonciation. 25. La renonciation étant conçue par la théorie classique comme un acte unilatéral dans sa forme et abdicatif dans ses effets, c'est-à-dire comme un acte ayant pour seul résultat de faire sortir le droit sur lequel il porte du patrimoine du renonçant, elle constitue un acte de disposition. La possibilité de renoncer se trouve alors intrinsèquement rattachée à la notion de droit subjectif stricto sensu, dans la mesure où la renonciation suppose la pleine disponibilité de l'objet du droit. La remise en cause du lien entre renonciation et droit subjectif stricto sensu à la suite des nombreux élargissements de la notion de renonciation rend difficile l'identification de l'objet de la renonciation, section I. Si eu égard aux évolutions de la notion de renonciation, il ne peut plus être réduit au droit subjectif stricto sensu, la notion de droit subjectif ne doit pas pour autant être d'emblée écartée d'une démarche consistant à appréhender in abstracto l'objet de la renonciation. La disponibilité du droit étant un élément clé pour conceptualiser la renonciation indépendamment de la question de sa forme juridique et de sa licéité, et la libre disposition du droit étant inhérente à la notion de droit subjectif, cette notion se révèle être d'un grand intérêt pour déterminer le cadre conceptuel dans lequel la renonciation peut être pensée dans la mesure où elle permet d'identifier et de qualifier abstraitement l'objet de la renonciation indépendamment de sa forme abdicative ou non abdicative, section 2. Section I. Les incertitudes entourant l'objet de la renonciation. 26. Durant la première moitié du XXe siècle, en dépit des divergences doctrinales affectant la définition de la notion de droit subjectif, un lien étroit reliait les notions de droit subjectif et de renonciation. 1. La conjugaison des conceptions restrictives de l'une comme de l'autre de ces notions a cependant incité nombre d'auteurs à élargir le cadre trop exigu forgé par la théorie classique de la renonciation. 2.
1. Le lien traditionnel entre les notions de droit subjectif et de renonciation. 27. La relation intrinsèque entre les notions de droit subjectif et de renonciation transparaît non seulement au travers des définitions que donnent certains auteurs de la notion de droit subjectif, mais aussi au travers de la définition de la renonciation avancée par la théorie classique. La renonciation, définie par la doctrine classique comme un acte unilatéral et abdicatif, constitue un acte de disposition. Or, seul un droit que la personne détient et dont elle est maître peut être abandonné définitivement, à savoir un droit subjectif stricto sensu, b. À la renonciation, élément d'identification des droits subjectifs. 28. La théorie classique de la renonciation relie étroitement la notion de renonciation à celle de disponibilité juridique, comprise comme le pouvoir d'administrer, c'est-à-dire d'accomplir la plupart des actes juridiques, au titre desquels figure la renonciation. À l'inverse, la disponibilité de l'objet du droit, et parfois plus spécifiquement la renonciation, a longtemps constitué un élément d'identification, voire de définition, de la notion de droit subjectif. 29. Pour Winscheid et Savigny, le droit subjectif est une puissance de volonté ou un pouvoir de volonté accordé par l'ordre juridique. Si la volonté du sujet n'est pas souveraine, ce sont les normes de droit objectif qui posent des règles de conduite dont la mise en œuvre relève de la volonté du bénéficiaire. Le pouvoir de volonté commande autant l'exercice du droit que sa disposition. Par conséquent, le titulaire d'un droit subjectif est non seulement libre d'exercer ou non la prérogative prévue par la loi, mais encore de le céder, de le modifier ou de l'abandonner. Dans cette acception de la notion de droit subjectif, chaque rapport de droit nous apparaît comme une relation de personnes déterminée par une règle de droit, et cette règle déterminante assigne à chaque individu un domaine où sa volonté règne indépendante de toute volonté étrangère. La renonciation est donc sous-jacente au noyau dur du droit subjectif, la libre maîtrise et l'exclusivité du pouvoir, puisque celui-ci est présenté comme l'attribution d'un pouvoir individuel à la disposition de la volonté du titulaire du droit. 30. En dépit du regard critique que Jean Dabin et Paul Roubier portent sur cette définition, au cœur de leur théorie se retrouve également la possibilité de disposer de l'objet du droit. L'un et l'autre mettent en avant le lien entre pouvoir de disposer et droit subjectif. Pour Jean Dabin, le droit subjectif qui est appartenance-maîtrise établit une relation d'appartenance entre l'objet et le sujet du droit. La chose appartenant au sujet, il en est le maître. Ainsi, le droit subjectif est faculté d'agir en maître sur la chose qui fait l'objet du droit. Or la maîtrise, corollaire de l'appartenance, consiste en un pouvoir de libre disposition de la chose, objet du droit, susceptible d'aller jusqu'à la domination ou à l'assujettissement de la chose. La libre disposition permet au sujet non seulement d'agir, mais de choisir, entre l'action et l'abstention pure, ainsi qu'entre les diverses formes de l'action, jusqu'à la disposition de la chose ou du droit inclusivement. La renonciation, alors comprise comme un acte d'abandon définitif d'un droit, en est la traduction la plus aboutie, mais ne constitue pas un critère de la notion de droit subjectif, car les modalités de la maîtrise varient selon la nature de la chose assujettie. La définition de Paul Roubier, en revanche, joint étroitement les notions de renonciation et de droit subjectif. Elle fait de la disposition, entendue cette fois au sens strict, comme renonciabilité et transmissibilité, un critère du droit subjectif. Pour l'auteur, droit et devoir s'entrecroisent dans des situations juridiques. Certaines situations juridiques sont dites objectives, car elles comportent souvent plus de charges que de droits véritables. Elles reconnaissent de façon prédominante des devoirs plutôt que des droits, les titulaires ne pouvant alors librement s'en détacher. Les situations juridiques subjectives sont à l'inverse, des situations régulièrement établies, soit par acte volontaire, soit par la loi, desquelles découlent principalement des prérogatives qui sont à l'avantage de leurs bénéficiaires et auxquelles ils peuvent d'ailleurs en principe renoncer. Ces situations juridiques constituent des droits subjectifs lorsque les bénéficiaires peuvent prétendre à une prérogative qui, enclose dans certaines conditions auxquelles la loi a subordonné l'existence du droit subjectif, constitue un véritable bien qui est à la disposition de son titulaire, et à laquelle il peut renoncer puisque le droit subjectif est pour lui une prérogative appropriée par le sujet.
Paul Roubier conçoit ainsi la faculté de renonciation comme inhérente aux droits subjectifs. B. Les droits subjectifs stricto sensu, objets exclusifs de la renonciation. 31. La théorie classique pense la renonciation comme l'abandon unilatéral, gratuit et sans espoir de retour d'un droit. En faisant de la renonciation un acte abdicatif et unilatéral, la doctrine classique restreint de façon drastique son champ d'application. Seuls les droits subjectifs stricto sensu, au sens de la définition particulièrement restrictive élaborée par Paul Roubier selon laquelle « n'est droit subjectif qu'une prérogative appropriée », peuvent faire l'objet d'une renonciation. La notion de droit subjectif n'est, il est vrai, pas utilisée par Pierre Reynaud dans son article considéré comme fondateur. Pour autant, celui-ci fait bien des droits subjectifs stricto sensu l'objet exclusif de la renonciation. Le champ de la renonciation est cependant plus étroit que celui des droits subjectifs stricto sensu. Alors que Paul Roubier, pour qui la renonciation abdicative est une caractéristique des droits subjectifs, conçoit les droits de propriété, de créance, de succession et d'auteur comme des droits subjectifs, Pierre Reynaud refuse qu'il puisse être renoncé aux droits de créance. Cet écart n'est pas lié à une conception différente de la notion de droit subjectif, mais au fait que Paul Roubier, qui considère les droits subjectifs comme des prérogatives appropriées par les sujets dont ils peuvent disposer comme de véritables biens, ne réduit pas la renonciation à un acte unilatéral, c'est-à-dire à un acte qui ne peut en principe produire d'effet qu'autant qu'il exprime l'intérêt d'une seule personne. Or, pour Pierre Reynaud, l'unilatéralité est un critère de définition de la renonciation. Dès lors, elle ne peut produire d'effet que si elle n'atteint pas la sphère juridique d'autrui. La renonciation ne peut donc porter que sur un droit subjectif, mais pas sur n'importe quel droit subjectif. 32. Dans la mesure où la doctrine classique considère la renonciation comme un acte abdicatif et unilatéral, certains droits ne sont pas renonçables, même s'ils sont considérés comme des droits subjectifs. L'unilatéralité de la renonciation conduit à ce qu'elle ne puisse avoir pour objet qu'un droit réel ou une action, car le droit de créance unit le créancier titulaire du droit et le débiteur de l'obligation. Or, l'obligation est un lien de droit entre deux personnes qui ne peut être rompu par la volonté d'une seule d'entre elles. L'extinction d'une obligation suppose non seulement la volonté du créancier, mais également l'acceptation du débiteur. Le créancier ne pouvant renoncer unilatéralement à son droit de créance et ce faisant, éteindre l'obligation, les droits réels qui consistent en un rapport entre une personne et une chose constituent le domaine privilégié de la renonciation dans la mesure où leur abandon ne nécessite pas l'intervention d'un tiers. Étant opposable à tous, mais ne dépendant de personne, il appartient logiquement à leur titulaire de les abdiquer par leur seule volonté. Aussi aucun intérêt distinct de celui du titulaire du droit réel n'est-il susceptible de constituer un obstacle à la rupture unilatérale du lien qui l'unit à cette chose. Il est libre, il peut disposer seul de son droit qui n'existe qu'entre lui et la chose. 33. Les droits subjectifs stricto sensu constituent, selon la théorie classique, l'objet exclusif de la renonciation mais parce qu'elle est conçue comme un acte unilatéral, ces caractéristiques excluent de fait certains droits subjectifs de son champ d'application. Ce lien entre les notions de renonciation et de droit subjectif s'est ensuite distendu sous l'influence d'un mouvement doctrinal revisitant la notion de renonciation. La remise en cause du lien entre les notions de droit subjectif et de renonciation, la diversification de l'objet de la renonciation. 34. Restreinte par la doctrine classique au droit subjectif stricto sensu, la notion de renonciation a une portée pratique limitée. L'intitulé du thème de réflexion proposé pour les journées de l'association Henri Capitant de 1960, les renonciations au bénéfice de la loi, témoigne de la volonté d'une partie de la doctrine que soit engagée une réflexion sur l'objet de la renonciation. S'interrogeant alors sur la pertinence de la théorie véhiculée depuis le début du siècle, sous sa forme classique de renonciation au droit subjectif, certains auteurs dénouent le lien étroit entre les notions de renonciation et de droit subjectif pour penser d'autres hypothèses de renonciation. 35. La prise de distance de certains auteurs avec la théorie classique de la renonciation les conduit à faire des droits de créance et du droit objectif un objet possible de la renonciation. Pour la première fois depuis la construction de la théorie classique de la renonciation,
une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse porter non seulement sur une prérogative individuelle constituant un droit subjectif au sens strict, techniquement défini comme droit subjectif et d'ores et déjà acquis, mais aussi qu'il puisse être renoncé à un bénéfice légal. La renonciation dérive alors, plus ou moins vers la renonciation objective, vers la renonciation aux règles de droit, à une règle de droit, ou à un ensemble de règles de droit, sans qu'il soit besoin de spécifier tous les droits subjectifs faisant l'objet de renonciations détaillées. L'objet de la renonciation qui peut, selon les conceptions de la notion défendue par les auteurs, tout aussi bien être un droit réel, un droit de créance, une faculté, un bénéfice légal, un statut ou une règle de droit apparaît alors dans toute sa diversité. 36. L'ouverture du domaine de la renonciation a représenté un intérêt certain, puisqu'elle a permis d'élargir le champ de la réflexion à des situations qui en étaient jusque-là exclues. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard que ce soit dans le cadre des réflexions sur la renonciation au bénéfice de la loi, initiée par l'association Henri Capitant, que les publicistes se sont intéressés pour la première fois à cette notion. Les droits subjectifs stricto sensu étant particulièrement limités dans la vie juridique des administrés, ils se résumaient le plus souvent, pour les auteurs acceptant de faire usage de cette notion, aux droits découlant d'une situation juridique très proche dans sa nature du droit privé, tel que le droit contractuel ou le droit à réparation. L'étude de la renonciation aux droits subjectifs stricto sensu revêtait donc, jusque-là, un intérêt limité. Dans le même temps, elle a conduit à mettre en avant les différents objets sur lesquels peut porter la renonciation sans que puisse être identifié abstraitement un objet commun à l'ensemble des renonciations, démarche qui aurait pourtant permis de mettre au jour la condition de la possibilité conceptuelle de renoncer. Le droit public, plus encore que le droit privé, illustre cette situation. En droit administratif, les auteurs, dans une approche inductive partant de la réalité jurisprudentielle, pour tenter de dégager une théorie de la renonciation, déterminent les possibilités juridiques de renoncer. Considérant que la renonciation peut porter sur des droits qui sont quelquefois des droits subjectifs au sens classique, et qui sont plus souvent des droits à caractère général et objectif dont la dénomination et la qualification juridique soulèvent des problèmes qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, ils éludent la question de la possibilité conceptuelle de renoncer. Attachés à se différencier de la théorie classique issue d'une construction in abstracto, ni la théorie de la renonciation en droit administratif de Claude Bluman ni les contributions de Jacques Dehaussy et de Jean-Marie Auby ne permettent donc de déterminer abstraitement l'objet sur lequel peut porter la renonciation des personnes privées en droit administratif. 37. La possibilité de renoncer, initialement rattachée à la notion de droit subjectif stricto sensu, en a progressivement été dissociée par la doctrine. Le lien entre renonciation et droit subjectif stricto sensu a été remis en cause par les nombreux élargissements de la notion de renonciation, sans que l'objet de la renonciation, qui apparaît dans toute sa diversité, ne soit ramené à l'unité. Section 2. L'identification de l'objet de la renonciation, un droit subjectif lato sensu. 38. Après qu'une partie de la doctrine a mis au jour l'hétérogénéité de l'objet de la renonciation, certains travaux sur la renonciation menés à partir des années 1990, en relativisant la césure entre renonciation au droit subjectif et renonciation au droit objectif, laissent entrevoir l'existence d'un objet unique et commun à l'ensemble des renonciations dont il convient identifier les caractéristiques essentielles, 1. Avant de chercher à le qualifier juridiquement, 2. Puisque la possibilité conceptuelle de renoncer est conditionnée par l'objet de la renonciation. 1. L'unité de l'objet de la renonciation. 39. La remise en cause du lien entre les notions de droit subjectif stricto sensu et de renonciation a fait ressortir la diversité des situations de renonciation et avec elles, de leur objet pouvant être un droit subjectif stricto sensu, un bénéfice légal, une faculté ou encore une règle de droit. Derrière cette diversité apparente, se cache en réalité un objet commun à l'ensemble des situations de renonciation. Toutes portent, in fine, sur une prérogative A, dont la libre disposition constitue une caractéristique essentielle, B. À l'objet de la renonciation, une prérogative. 40.
En refusant de faire des droits subjectifs stricto sensu l'unique objet de la renonciation, la doctrine envisage la possibilité qu'il soit renoncé au droit objectif. Toutefois, le caractère excessif de la césure entre la renonciation au droit objectif et la renonciation au droit subjectif est désormais souvent mis en avant, car si elle se justifie conceptuellement, l'analyse consistant à scinder rigoureusement la prérogative abdiquée de la règle qui la consacre procède, semble-t-il, d'une vision par trop rigide et exclusive des rapports du droit objectif et des droits subjectifs. Déjà en 1960, le doyen Carbonnier mettait en lumière les faiblesses d'une telle scission en affirmant que dès que l'on n'a plus affaire à un droit subjectif caractérisé, techniquement défini et d'ores et déjà acquis, dès que l'on n'a plus affaire à une renonciation stricte, la renonciation à une prérogative individuelle implique, qu'on le veuille ou non, la renonciation à une règle de droit objectif, de sorte que la renonciation objective reparaît sous la renonciation de type subjectif, et vice-versa, car renoncer à une règle de droit ou même à un ensemble de règles de droit, à une institution juridique, c'est au fond renoncer à des droits subjectifs, aux prérogatives individuelles qui naissent de la règle de droit ou de l'institution juridique considérée. Si la fragilité de la dichotomie entre renonciation au droit objectif et renonciation au droit subjectif est effleurée par le doyen Carbonnier, il y voit cependant une utilité certaine puisque la renonciation au droit objectif présente l'avantage d'être une opération globale qui permet de renoncer en bloc à une règle de droit ou à un ensemble de règles de droit sans avoir à préciser tous les droits subjectifs faisant l'objet de renonciation. 41. Cet avantage purement pratique semble être d'une moindre portée d'un point de vue théorique. Aussi, postérieurement à ces premières réflexions, la remise en cause de cette séparation a-t-elle constitué un moyen pour la doctrine de montrer l'unité de l'objet de la renonciation. Se demandant si la renonciation à un droit acquis est autre chose qu'une renonciation au bénéfice des règles dont le renonçant tient ce droit ou qui fondent indirectement son acquisition, ou si l'acte par lequel une personne se prive par avance d'un avantage auquel elle pourrait normalement prétendre un jour est dénommé renonciation par le Code civil, telle la renonciation à une succession ouverte ou à une prescription non acquise, décline, autre chose que le bénéfice de la loi. Antoine Jeanmot estime que c'est la substance de l'opération qui doit compter. Dès lors, afin de dépasser le clivage apparent entre renonciation au droit objectif et renonciation au droit subjectif, l'auteur recourt au concept de norme qui recouvre, selon la définition qu'il en donne, les concepts de règles de droit, étatiques ou professionnels, et d'actes juridiques singuliers, contrats faisant la loi des parties ou décisions unilatérales. Xavier Carsin s'inscrit dans la même lignée en considérant d'une part que, dès lors qu'un bénéficiaire abandonne une prérogative, il met en échec l'application de la norme juridique qu'il a instituée et d'autre part, que la mise à l'écart d'une règle de droit emporte l'abdication des prérogatives qu'elle prévoit. Ces deux opérations produisent pour lui des effets similaires, la perte d'une prérogative, et posent les mêmes problèmes juridiques. 42. Les auteurs qui relativisent la dichotomie entre renonciation au droit subjectif et renonciation au droit objectif mettent ainsi au cœur de leur définition de la renonciation la notion de prérogative individuelle. Dès lors, qu'il s'agisse d'une prérogative ayant fait l'objet d'une appropriation subjective ou de la mise à l'écart d'une règle de droit instituant une prérogative, le renonçant se prive toujours du bénéfice d'une norme juridique. Sa volonté n'ayant aucune prise sur cette norme, il renonce à la prérogative qu'elle attache à une situation juridique dans laquelle il est susceptible d'être placé, car ce n'est jamais la règle qui forme l'objet de la volonté abdicative mais la seule prérogative qu'elle consacre au profit de son titulaire. En définitive, l'objet de la renonciation est une prérogative attachée par une norme, de caractère général ou individuel, à une situation juridique donnée. 43. Bien que l'étude de la renonciation en droit de l'aide sociale contredise l'affirmation selon laquelle renonciation au droit objectif et renonciation au droit subjectif, compris comme des prérogatives appropriées, produisent nécessairement des effets analogues et posent des problèmes juridiques similaires, ces réflexions sur l'atténuation d'une séparation stricte suivant l'objet de la renonciation présentent deux intérêts. D'une part, elles mettent au jour l'existence d'un objet unique sur lequel pourrait porter aussi bien la renonciation abdicative que la renonciation non abdicative, une prérogative,
et d'autre part, elle lève un obstacle à la possibilité de conceptualiser la renonciation à des droits n'étant pas des droits subjectifs stricto sensu dans la mesure où il est plus aisé de concevoir que le renonçant détienne un pouvoir de disposer sur une prérogative que sur une règle de droit. B. La particularité de l'objet de la renonciation, la libre disposition. 44. L'objet commun à l'ensemble des approches de la notion de renonciation est une prérogative. L'attribut d'un droit, son contenu. Pour pouvoir faire l'objet d'une renonciation, celle-ci doit être attachée à un droit à la libre disposition de son titulaire puisque la libre disposition constitue un élément indispensable à la conceptualisation de la renonciation. Cela vaut aussi bien pour la renonciation abdicative dans la mesure où, étant définie comme l'acte par lequel une personne met fin à l'existence d'un droit dont elle est titulaire, elle apparaît comme un aspect particulier du pouvoir général de disposition, que pour la renonciation non abdicative, dès lors que la libre disposition n'est pas réduite à la seule possibilité d'accomplir un acte de disposition par lequel le patrimoine d'une personne est entamé ou engagé. 45. Étant plus ou moins absolue, la libre disposition peut consister en une maîtrise totale du droit en permettant à son titulaire de renoncer à sa titularité et donc d'abandonner de façon définitive l'objet de son droit, ou en une maîtrise de son exercice uniquement, et offrir la possibilité à son titulaire d'être libre de l'exercer ou de ne pas l'exercer, voire de s'engager à ne pas l'exercer. En ce sens, la notion de libre disposition rend compte au premier chef d'une latitude reconnue au sujet dans son rapport au droit ou à la chose. Pour Jean Dabin, le droit subjectif est appartenance-maîtrise. La maîtrise consiste en un pouvoir de libre disposition de la chose, objet du droit. Et la libre disposition, qui doit être distinguée de la notion d'acte de disposition, quant à elle, va jusqu'à un pouvoir de domination ou d'assujettissement. La libre disposition confère au propriétaire, par exemple, la liberté de faire ce qu'il veut d'une chose, d'accomplir l'ensemble des actes matériels d'utilisation et d'exploitation possibles selon la chose en question, d'en tirer parti pour lui-même ou pour autrui ou au contraire, n'en tirer aucun parti et enfin, d'agir sur sa substance matérielle, la modifier, la transformer, la détruire ou encore, par voie de disposition juridique, aliéner son droit même sur la chose, en tout ou partie à titre onéreux ou à titre gratuit. La libre disposition est toutefois, pour l'auteur, plus ou moins absolue selon que la chose soumise à appartenance est purement matérielle, ou qu'elle touche la personne humaine. Les choses matérielles se prêtent à la disposition la plus totale tandis que les biens dans lesquels la personne humaine est engagée soit activement, soit passivement ne sont susceptibles que d'une disponibilité relative. Concernant les droits de la personne ayant pour objet des biens, vie, liberté, qui font corps avec le sujet lui-même dont il constitue l'être avant de composer l'avoir, le sujet en a la libre disposition et la maîtrise certes, mais seulement dans une certaine mesure qui consiste à en jouir, à les conserver, à les exercer, non pas toujours à les aliéner ou à les détruire. Marc Pichard donne d'ailleurs à ce propos, via l'étude du droit à aliment, un exemple particulièrement éclairant pour le droit de l'aide sociale. En raison du caractère personnel de la créance d'aliments, celle-ci n'est ni transmissible ni saisissable et son caractère d'ordre public empêche d'y renoncer. Pour autant, selon l'auteur, le créancier est bien maître de son droit à aliment, véritable droit subjectif. Car la maîtrise du droit subjectif signifie uniquement que le pouvoir sur le bienfait relève de la volonté du titulaire. 46. Il a pu, il est vrai, être affirmé que la conception de Jean Dabin fondée sur une idée de maîtrise très largement entendue, n'offre guère d'utilité pour déterminer les prérogatives dont la nature permet ou interdit une abdication. Mais cela ne vaut que lorsque la renonciation est comprise comme un acte abdicatif. Qu'elle soit conçue comme l'abandon d'un droit par son titulaire, c'est-à-dire comme un dépouillement total et irréversible, comme un engagement par un acte juridique, à ne pas exercer un droit ou à l'exercer dans un sens déterminé, ou comme le non-exercice d'un droit, la renonciation suppose la libre disposition du droit auquel est attachée la prérogative, libre disposition ne traduisant pas uniquement la possibilité de se séparer d'un droit en l'aliénant ou en l'abdiquant, mais renvoyant également à celle des apostrophes, exercer ou de ne pas exercer un droit. La disponibilité, élément inhérent à la notion de renonciation, si elle ne garantit pas que le droit auquel la prérogative est attachée puisse faire l'objet d'une renonciation abdicative,
permet donc d'envisager que son titulaire puisse, à minima, renoncer à l'exercice du droit auquel elle est attachée. La qualification juridique de l'objet de la renonciation. 47. Qualifier l'objet commun à l'ensemble des approches de la renonciation de prérogative est une démarche insuffisante dès lors que le terme de prérogative recouvre des situations diverses, fort dissemblables. Loin d'être inutile dans la mesure où cette première étape a révélé la possibilité de ramener à l'unité l'objet de la renonciation, elle ouvre au contraire une voie pour le préciser. Dans cette optique, la notion de droit subjectif ne doit pas être immédiatement tenue à l'écart d'une démarche cherchant à qualifier l'objet de la renonciation, puisque même si la doctrine s'accorde pour affirmer qu'il existe sans doute autant de définitions du droit subjectif que d'auteurs pour s'intéresser à la question, la libre disposition du droit est inhérente à la notion de droit subjectif. 48. Bien que la notion de droit subjectif ait été difficilement acceptée en droit public en raison notamment des fortes réticences de la doctrine à placer la puissance publique en position d'obligé, elle est à même aujourd'hui de désigner l'objet abstrait de la renonciation en droit privé comme en droit public. Elle ne doit alors pas être comprise comme une prérogative appropriée, car seule la renonciation abdicative exige que la prérogative ait fait l'objet d'une appropriation subjective pour qu'il puisse y être renoncé puisque nul n'abdique que ce qu'il possède, mais comme un pouvoir d'exiger, reconnu par une norme générale ou individuelle dans un but personnel socialement légitime, un certain comportement, afin de se procurer un avantage moral ou matériel que l'apostrophe ordre juridique a, expressément ou implicitement, considéré comme licite. 49. Cette acception de la notion de droit subjectif développée par Norbert Foulquier contient les deux caractéristiques de l'objet de la renonciation précédemment identifiées. Un droit subjectif est une prérogative, un pouvoir d'exiger un certain comportement pour se procurer un certain avantage, qui n'est pas nécessairement approprié puisque ce pouvoir d'exiger est reconnu par une norme générale ou individuelle. Ce droit est en outre à la libre disposition de son titulaire. Selon l'auteur, le droit subjectif implique la libre disposition dont la finalité n'est pas prescrite, autrement que par l'idée d'épanouissement, dans la limite de l'ordre social de son titulaire. Ce faisant, il fait de la libre disposition une caractéristique du droit subjectif. S'agissant du droit de vote, il voit par exemple dans l'abstention un acte de disposition du droit de vote sous la forme d'une renonciation temporaire. Or, cette approche de la libre disposition, qui fait d'ailleurs écho aux origines individualistes et libérales du droit subjectif véhiculant l'idée qu'il n'y a pas de droit subjectif sans liberté du choix de son usage, correspond à celle qui caractérise l'objet de la renonciation. 50. L'idée même de renonciation étant étroitement liée à celle de disponibilité, la définition de la notion de droit subjectif de Norbert Foulquier permet de qualifier l'objet de la renonciation indépendamment de son caractère abdicatif ou non abdicatif. En droit de l'aide sociale, et plus largement en droit public, lorsque l'objet de la renonciation de l'administré porte sur l'exercice de la puissance publique, la notion de droit public subjectif pourra être mobilisée pour le qualifier juridiquement, car elle n'est qu'une spécification du concept général de droit subjectif. 51. La recherche de l'objet abstrait de la renonciation a permis de mettre en évidence le rôle de la notion de droit subjectif pour penser la renonciation. La notion de droit subjectif lato sensu est essentielle à la théorie de la renonciation en droit administratif en général et plus précisément à la conceptualisation de la renonciation en droit de l'aide sociale, car lorsqu'elle est définie comme le pouvoir d'exiger un certain comportement de la part des personnes publiques pour se procurer un avantage moral ou matériel que l'apostrophe ordre juridique a considéré comme licite, elle implique la libre disposition du droit par son titulaire et rend, dans le même temps, la renonciation conceptuellement envisageable. Chapitre 2. L'application du critère identifié en droit de l'aide sociale. 52. Le critère dégagé pour déterminer la possibilité conceptuelle de renoncer, et par conséquent, pour délimiter le cadre dans lequel la renonciation peut être pensée, doit être appliqué en droit de l'aide sociale. L'étude de la construction du droit de l'aide sociale témoignant de l'embarras à reconnaître les bénéficiaires de l'assistance et de l'aide sociale comme détenteurs de véritables droits,
il n'est pas certain que les droits à l'aide sociale puissent être qualifiés de droits publics subjectifs. En effet, plusieurs siècles ont été nécessaires pour que l'assistance soit consacrée par le législateur comme une obligation de la société. Ayant longtemps été perçue comme un devoir moral relevant de la charité privée, cadre dans lequel l'assistance ne peut être envisagée comme un droit, mais uniquement comme une obligation purement morale, l'assistance se résumait aux hospices et hôpitaux ainsi qu'aux bureaux de bienfaisance inexistants dans bon nombre de communes. Seul le service des enfants assistés et celui de la protection des enfants du premier âge fonctionnaient régulièrement. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, se développe une critique du système d'assistance basé sur la charité. Des voix s'élèvent alors pour affirmer que le rôle de l'assistance publique est de fournir un minimum de secours, qu'il est impossible qu'un malheureux ne reçoive pas. À partir du Congrès international de l'assistance publique de 1894 et sous l'influence de la doctrine solidariste émerge un consensus. L'État doit intervenir à titre principal pour fournir un minimum d'assistance. Cette redistribution des rôles entre l'intervention publique et l'intervention privée se traduit par l'élaboration d'une législation affirmant le principe d'assistance obligatoire. Avec la Troisième République s'opère ainsi un tournant dans l'histoire de l'assistance par l'adoption de plusieurs grandes lois d'assistance. Afin que l'accès aux soins médicaux soit possible sur l'ensemble du territoire, y compris dans les campagnes, la loi du 15 juillet 1893 relative à l'assistance médicale gratuite garantissant des soins médicaux pour les malades français privés de ressources pose, par exemple, le principe de l'obligation pour les autorités locales de mettre en place un service médical. En reconnaissant dans cette loi, mais aussi dans celle du 14 juillet 1905 relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux personnes incurables et dans celle du 27 juin 1904 relative à l'assistance à l'enfance, la législation, une véritable obligation d'assister, le législateur réalise un changement de perspective. Il ne faut pas que l'assister se présente comme un solliciteur humilié, qui tend la main. Le législateur l'invite à se présenter dans l'attitude fière d'un créancier qui réclame un droit. Dans le même temps, il s'est toutefois refusé à énoncer expressément un droit à l'assistance. 53. Même s'il est aujourd'hui admis que les grandes lois d'assistance ont effectivement été la source de droits subjectifs au profit de leurs bénéficiaires, au début du XXe siècle, les auteurs considèrent quasi unanimement que les bénéficiaires ne disposent pas d'un droit à l'assistance et à partir de 1953, d'un droit à l'aide sociale, mais d'une aptitude légale ou d'une vocation légale à bénéficier des dispositions mises en place. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que, sous l'influence de la jurisprudence et de l'abaissement de certains obstacles idéologiques, vont progressivement être reconnus un véritable droit aux prestations d'aide sociale, puis un droit subjectif à ces prestations, section I. Cette qualification est aujourd'hui encore incertaine, car les auteurs qui recourent à la notion de droit subjectif pour qualifier les droits à l'aide sociale ne s'appuient pas toujours sur la même définition de cette notion. La qualification des droits du bénéficiaire en droit de l'aide sociale doit donc être confrontée à la définition fonctionnelle de la notion de droit public subjectif précédemment identifiée, afin de déterminer dans quelle mesure la renonciation est conceptualisable en la matière, section 2. Section I. Le processus de reconnaissance d'un droit subjectif aux prestations d'aide sociale. 54. Sous l'influence de la doctrine solidariste, le législateur de la Troisième République pose expressément le principe d'obligation d'assistance de la collectivité à l'égard des plus démunis. Alors que le principe même de l'obligation d'assistance est accepté par la grande majorité de la doctrine de l'époque, qui, tout comme Léon Duguit et Maurice Horiou, n'hésite pas à reconnaître l'existence d'un réel devoir de l'État d'assurer des secours, elle refuse pour autant de considérer les aides consacrées par les grandes lois d'assistance comme des droits au profit des indigents. Ce faisant, elle s'oppose à ce que l'affirmation du principe de l'obligation d'assistance ait pour corollaire la reconnaissance d'un droit subjectif à l'assistance. 1. Quoique cette conception des droits à l'assistance n'ait pas été sans répercussion sur celle des droits à l'aide sociale s'y substituant à la suite de l'adoption du décret du 29 novembre 1953, s'observe à partir des années 1970 une évolution amenant la doctrine à concevoir les droits à l'aide sociale d'abord comme de véritables droits puis comme des droits subjectifs. 2. 1.
Le refus de la reconnaissance de droits au profit des bénéficiaires de l'assistance. 55. La question de la nature des droits découlant des grandes lois d'assistance adoptées sous la Troisième République a divisé la doctrine de l'époque. Si aujourd'hui, la doctrine considère que les auteurs du début du XXe siècle refusaient de reconnaître un droit subjectif au secours, ce terme était peu utilisé pour déterminer la nature des aides mises en place par le législateur de la Troisième République, puisque la doctrine publiciste de l'époque rejetait quasi unanimement la notion même de droit subjectif. Elle est en particulier niée par Léon Duguit. Même si cela n'apparaît pas toujours très clairement dans ses propos, il écarte l'usage de cette notion à deux niveaux. Il n'accepte pas de reconnaître les droits subjectifs, non seulement comme des droits innés de l'individu ayant leur base dans le droit naturel, mais encore comme une notion permettant de mieux comprendre les relations juridiques, c'est-à-dire comme une construction juridique ordinaire, comme des artifices techniques pour l'élaboration dogmatique du droit. Pour autant, presque tous refusent pour des raisons essentiellement idéologiques de considérer les droits à l'assistance comme des droits subjectifs, alors même que, comme le souligne Carlos Miguel Herrera à propos des droits sociaux, il est paradoxal que la négation de droits reconnus dans des textes juridiques en vigueur se fasse au nom du droit. Aussi convient-il d'observer de quelle manière se construit ce passage de l'idéologie au juridique. B. A. Les obstacles idéologiques à la reconnaissance d'un droit à l'assistance. 56. Les administrativistes de la première moitié du XXe siècle s'accordent pour reconnaître l'existence d'un devoir ou d'une obligation de l'État d'assurer des soins aux malades et des moyens de subsistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Tout en rejetant l'existence d'un droit subjectif à l'assistance, compris comme un droit inné de l'individu qui aurait son fondement dans le droit naturel, Léon Duguit, notamment, ne s'oppose pas à l'idée que pèse sur l'État une obligation de venir en aide aux plus démunis, l'État étant subordonné à une règle de droit supérieure à lui qu'il ne crée pas et qu'il ne peut pas violer. Il découle de la subordination de l'État au droit que si l'État ne peut tout faire, il est cependant des choses qu'il est obligé de faire. Ces obligations positives trouvent pour l'auteur leur fondement dans la règle de droit qui impose à tout l'obligation de ne rien faire qui soit contraire à la solidarité sociale, et de faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer le développement de cette solidarité. La règle de droit ainsi fondée et ainsi comprise s'impose à tous, gouvernés et gouvernants. L'activité individuelle étant le facteur de la solidarité sociale, l'État est tenu de ne rien faire qui porterait atteinte au libre développement de cette activité et en sus, d'adopter toutes les lois et d'organiser tous les services qui permettent aux individus de la développer. Il a donc le devoir juridique d'assurer gratuitement un minimum d'instruction, de donner à tous ceux qui sont en état de travailler la possibilité de se procurer par un travail des moyens de subsistance et de donner assistance à ceux qui, en raison de leur âge, de leur infirmité ou de leur maladie, sont dans l'impossibilité de travailler. Pour l'auteur, dans les États modernes et tout particulièrement en France, le législateur a d'ailleurs reconnu expressément certaines de ces obligations et a organisé des services publics pour en assurer la réalisation en adoptant, notamment, les lois du 15 juillet 1893, du 27 juin 1904 et du 14 juillet 1905. Maurice Horiou, qui se montre également hostile à toute idée de créance des indigents sur l'État, estime quant à lui que l'État a un devoir social de fraternité qu'il a charge de remplir au moyen de la création de services publics. Ce devoir qui échoit à la société d'assister tous les individus qui ne sont pas en état de lutter pour la vie, du fait de leur âge, de la maladie ou encore de la misère est le corollaire de sa part de responsabilité, car si son organisation était meilleure, il n'y aurait sans doute pas autant de pauvres, autant de malades. À l'instar de ces deux auteurs, nombre des administrativistes de l'époque reconnaissaient quasi unanimement l'existence d'un devoir de l'État, mais rejetaient, dans le même temps, celle d'un droit légal à l'assistance liant l'administration, c'est-à-dire d'un pouvoir d'exiger de la part de l'administration la délivrance d'une prestation d'assistance. 57. Ce rejet est intrinsèquement lié au fait que, sous l'influence des idées politico-économiques libérales auxquelles adhérait la quasi-totalité des administrativistes d'alors, la notion de droit public subjectif n'arrive pas à pénétrer le droit public.
Elle apparaît comme un instrument susceptible de légitimer les revendications des particuliers à l'encontre des personnes publiques, que cela soit en matière politique, économique ou sociale. L'assistance, telle qu'élaborée par la législation sociale de la Troisième République, a d'ailleurs cristallisé le refus de la doctrine de reconnaître l'existence de droits publics subjectifs. L'anathème politique et idéologique jeté sur les droits à l'assistance, dont la notion de droit public subjectif aurait pu faciliter l'avènement, explique, au moins en partie, le rejet par la doctrine française de cette notion de droit public subjectif. Elle exclut l'idée que les bénéficiaires de l'assistance puissent opposer des droits subjectifs à l'État, et détenir de tels droits sur la puissance publique, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure d'exiger dans leur propre intérêt un exercice spécifique de la puissance publique. En effet, admettre que l'assistance sociale était un droit subjectif, c'était rompre avec la tradition libérale de 1789, abandonner la conception des libertés publiques impliquant de la part de l'État de simples abstentions d'agir et reconnaître à l'inverse que l'individu posséderait des droits créances sur l'État l'obligeant à exécuter des actions positives de prestation, notamment dans les matières si controversées de l'économie et du social. La doctrine considère que les particuliers ne peuvent avoir des droits à ce que leur soit fourni par les personnes publiques, des prestations matérielles pour améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, Maurice Horiot concède que, théoriquement, le droit à l'assistance est envisageable, mais il condamne l'existence d'obligations positives en matière d'assistance par conviction politique. Cela ressort tout particulièrement de sa note sous l'arrêt du Conseil d'État « Élection d'Île-sur-Tête ». Ce texte, manifeste pour la reconnaissance de l'inéligibilité des assistés aux fonctions municipales, témoigne du refus de l'auteur d'accepter la solution du Conseil d'État qui reconnaît pourtant de façon explicite l'existence d'un droit à l'assistance découlant de la loi du 14 juillet 1905. Maurice Horiot se demande si cette considération du droit à l'assistance des vieillards devait être aussi opérante que le Conseil d'État l'a cru. Pour lui, la loi du 14 juillet 1905 a reconnu le droit des vieillards à l'assistance, c'est entendu. Mais en quoi consiste ce droit ? Le droit consiste uniquement à être inscrit sur la liste d'assistance, mais il ne porte nullement sur la quotité du secours. Le vieillard indigent n'est pas créancier d'une somme déterminée. Il a seulement le droit à être inscrit sur la liste, c'est-à-dire à prendre part à la distribution. 58. Ce refus de reconnaître un droit subjectif à l'assistance s'inscrivait pourtant dans un contexte où la doctrine avait pleinement conscience du fait que l'État, même idéalisé comme État gendarme, était par nature un prestataire de services. La doctrine a été obligée d'admettre, parallèlement au fait que l'État était garant des libertés classiques ainsi que d'un ensemble de services au profit des particuliers, l'existence d'obligations administratives positives. Elle a dû reconnaître que pesaient sur l'État des obligations de mettre la puissance publique au service des administrés. Le Conseil d'État sanctionnait d'ailleurs, dans des domaines autres que l'assistance publique il est vrai, les obligations positives des personnes publiques. Il a notamment, à plusieurs reprises, fait découler de la liberté religieuse des obligations positives de l'État. Dans l'arrêt commune de Sarzeau, était en cause l'arrêté pris par le préfet du Morbihan annulant la délibération en date du 19 août 1906 par le conseil municipal accordant un crédit de 480 francs en vue de l'organisation d'un service d'aumônerie dans l'école primaire de la commune. Bien que le juge ait rejeté la demande de la commune au motif que la délibération n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, il laisse entendre que dans cet article le législateur a, tout en interdisant à l'État, aux départements et aux communes toute dépense relative à l'exercice des cultes, introduit une dérogation. Celle-ci leur permet d'inscrire dans leur budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie, et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges et écoles, lorsque dans ces établissements, le personnel interne ne peut prendre part au dehors aux exercices religieux. Cette interprétation de la loi de 1905 et des obligations qu'elle est susceptible de faire peser sur les personnes publiques est confirmée par le Conseil d'État dans l'arrêt Sieur-Aubrin et Vilchenoux et Dame Baudet. En l'espèce, les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de la Seine avait rejeté implicitement leur demande d'ouverture dans le groupe hospitalier de Villejuif d'un local réservé au culte.
Le juge considère que le préfet était tenu d'assurer le libre exercice des cultes dans les établissements hospitaliers dépendant de son autorité, en application des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905. Ce faisant, il estime que les autorités préposées à la gestion de ces établissements sont tenues, non seulement de ne pas faire obstacle à l'exercice de leur culte par les pensionnaires, mais encore, de prendre les mesures indispensables pour permettre à ceux-ci de vaquer dans l'enceinte même de ces établissements aux pratiques de leur culte, lorsqu'en raison de leur état de santé ou des prescriptions des règlements en vigueur ils sont hors d'état de sortir. Il considère ainsi que l'article 1er de la loi de 1905 n'implique pas uniquement une obligation d'abstention de l'État, mais qu'il l'oblige également à empêcher les atteintes indirectes à la liberté religieuse. Pour Norbert Foulquier, l'interprétation que le Conseil d'État donna de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 fut la preuve que le droit administratif connaissait des droits individuels à des interventions normatives et matérielles de la part de l'administration et était parfaitement susceptible d'en assurer l'effectivité. Certes, en ce début de siècle, il n'était pas question d'étendre aux revendications sociales la jurisprudence du Conseil d'État en matière de liberté religieuse, mais cela n'était que le fait d'un choix politique. 59. Dans la mesure où les obligations d'abstention de l'État pouvaient s'analyser comme des obligations de faire au profit des intérêts des particuliers, il était parfaitement envisageable d'appréhender les droits à l'assistance comme de véritables droits publics subjectifs. Pourtant il n'en fut rien. Même si la doctrine a dû, par la force des choses, admettre que des obligations incombaient à l'État, elle a continué de refuser d'y voir des droits conférés aux particuliers. Cela passait, soit par un rejet total de la notion de droit public subjectif, soit par un refus d'étendre cette notion à l'assistance. B. Les obstacles juridiques à la reconnaissance d'un droit de l'assistance. 60. Lors de la tentative de définition par certains auteurs de la nature des droits découlant des lois sociales, les termes droit, droit individuel, ou encore droit de créance reviennent fréquemment. Léon Duguy s'interroge ainsi sur l'existence d'un droit des administrés au fonctionnement du service public, dont celui de l'assistance, tandis que Gaston Gèze et Maurice Oriou se questionnent sur l'existence de droits individuels ou de droits de créance à l'assistance. En refusant dans sa grande majorité de voir dans les dispositifs d'assistance des droits individuels ou des droits de créance, la doctrine de l'époque refusait en fait d'y voir des droits subjectifs. Il est possible, par exemple, de déceler la notion de droit subjectif dans l'usage que fait Léon Duguy du terme droit, lorsqu'il aborde la question de l'existence d'un droit au fonctionnement du service public. Selon lui, si par le mot droit on entend le pouvoir appartenant à une personne déterminée d'exiger d'une autre l'accomplissement d'une prestation concrète, sous une sanction sociale, dans les pays modernes par une action en justice, le particulier n'a certainement pas un droit au fonctionnement des services publics. Il n'a point le pouvoir d'exiger des gouvernants par une action en justice, l'organisation d'un service public et ce service étant organisé, l'accomplissement des prestations concrètes qu'il implique. Or, transparaît à travers ces propos, la définition de la notion de droit subjectif proposée par Roger Bonnard selon laquelle, le droit subjectif est le pouvoir d'exiger de quelqu'un en vertu d'une règle de droit objectif, quelque chose à laquelle on a intérêt sous la sanction d'une action en justice. Le contenu de la chose exigible étant fixé immédiatement soit par le droit objectif, soit par un acte juridique individuel. Aussi, bien que les lois sociales adoptées sous la Troisième République consacrent une véritable obligation légale d'assistance, l'existence de droits subjectifs à l'assistance est-elle mise en doute par plusieurs publicistes de l'époque. Une dissociation est donc établie entre le devoir ou l'obligation pesant sur la collectivité en matière d'assistance, et l'existence d'un droit public subjectif de l'administré. Une telle distinction aboutit à considérer que l'État a le devoir d'organiser des services d'assistance, mais que l'administré ne détient pour autant aucun droit subjectif. D'un point de vue juridique, le refus de faire découler des lois d'assistance des droits subjectifs trouve une justification dans le climat doctrinal de la Troisième République, imprégné d'une théorie générale de l'usager du service public où prédominent nettement des théories objectivistes. 61. L'idée même de service public, telle que théorisée par l'école de Bordeaux, a empêché de traduire les demandes des usagers à l'obtention des prestations de services en termes de droits individuels,
et par conséquent a conduit la doctrine à rejeter l'existence de droits subjectifs à l'assistance. Partant du constat que l'usager du service public se trouve dans une situation légale et réglementaire, c'est-à-dire objective, l'existence d'un droit au service public est niée. Cette négation trouve une explication dans le fait que le terme droit, ne pouvant que signifier droit de créance, la situation objective ne peut être assimilée à celle d'un créancier du service public dispensateur de prestations. Le fait que l'usager ne soit pas à même de demander au juge de contraindre l'État à lui assurer le fonctionnement régulier du service, la seule voie de droit dont il dispose pour défendre ses intérêts étant le recours pour excès de pouvoir, est révélateur de la situation objective dans laquelle il se trouve et de l'absence de lien de droit entre l'État et l'administré obligeant le premier envers le second. L'usager placé dans une situation entièrement déterminée par la loi et par le règlement ne dispose que du pouvoir de déclencher l'application de ces règles de droit. Lorsqu'il remplit les conditions fixées par la loi, il a seulement la possibilité d'exiger que le service fonctionne dans les conditions légales et réglementaires. Seul le recours pour excès de pouvoir étant ouvert aux usagers, la preuve est faite qu'il n'existe pas de droit individuel puisque traditionnellement, celui-ci ne tend pas à reconnaître des droits, mais à sanctionner les devoirs de l'administration en annulant ses actes irréguliers. Dans cette perspective, l'essentiel n'est pas le droit individuel de l'administré, mais au contraire, le fait qu'une personne publique soit assujettie à des devoirs vis-à-vis d'autrui. Ce dernier devient alors bénéficiaire de l'accomplissement des devoirs qui existent à son égard. L'obligation de l'administration, devoir légal, ne fait pas naître un droit de l'usager au service, mais lui confère une aptitude légale, ou une vocation légale, à bénéficier du service qui lui permet d'obtenir le respect par l'autorité administrative des devoirs qui lui sont imposés. Aussi, pour Léon Duguy, dire que la loi de 1905 a reconnu aux vieillards de 70 ans et aux incurables un droit à l'assistance est inexact. La vérité, c'est que le vieillard de 70 ans et l'incurable sont dans cette situation légale qu'ils peuvent faire annuler par la juridiction compétente toute décision administrative qui serait prise en violation de la loi de 1905. Ce faisant, lui et ses disciples contestent tout droit, au sens de droit de créance, c'est-à-dire d'un droit personnel en vertu duquel une personne peut exiger d'une autre l'accomplissement d'une prestation consistant à donner, faire ou ne pas faire quelque chose, ou dirions-nous aujourd'hui, au sens de droit subjectif, au profit des titulaires de situations objectives et générales. Rien d'étonnant alors à ce que la théorie du service public ait constitué un support théorique, afin de dénier à l'indigent tout droit à l'assistance. 62. La position adoptée par Maurice Horiou doit être précisée, car le fait qu'il reconnaisse à l'usager un droit réel pourrait laisser entendre qu'il accepte l'existence d'un droit subjectif à l'assistance. Or, ce n'est pas le cas puisqu'il estime que l'administré est simplement placé par la loi dans une certaine situation, ou doté d'un certain statut, qui lui offrira la possibilité de profiter du service quand celui-ci sera organisé. Sa théorie institutionnelle lui permettant de définir la situation de l'indigent par son aptitude à bénéficier des avantages publics, il considère que l'aptitude à bénéficier des avantages de l'assistance publique est un statut réel qui permet à l'indigent de profiter des services librement organisés par l'administration, mais qui ne lui donne aucun droit à réclamer des secours en dehors du fonctionnement des services organisés. Il est, d'après lui, dans la logique du régime administratif, avec puissance publique, que les indigents n'aient pas un droit de créance individuelle à l'assistance et qu'ils ne puissent pas intenter une action en justice contre l'administration publique pour se faire délivrer un secours déterminé. La jouissance des secours est subordonnée à la création d'un statut de l'indigent qui se compose du domicile de secours et de l'inscription sur la liste des indigents. Avoir la possibilité de demander son inscription sur les listes d'assistance ne suffit pas à établir l'existence d'un véritable droit du bénéficiaire de l'assistance, car il n'a pas le pouvoir de faire organiser effectivement le service d'assistance. L'administration est libre quant à l'organisation du service et à la détermination du taux des allocations. Il s'agit d'un droit de nature administrative, puisque le droit individuel de l'indigent s'arrête à la réclamation de son inscription sur les listes d'assistance. Les commissions ne sanctionnent donc pas un droit subjectif de l'individu qui ferait peser sur l'administration l'obligation positive de fournir des secours.
En application de sa théorie sur la situation des administrés par rapport à l'administration publique et aux services publics, Maurice Oriou soutient que les particuliers ne peuvent s'immiscer dans la création et le fonctionnement des services publics. Il en déduit que de la même manière qu'il n'a pas un droit de créance contre l'administration pour exiger d'elle une prestation de service, l'administré n'a pas de moyens juridiques pour la contraindre à organiser un service déterminé. Le service fonctionnera quand l'administration le jugera à propos de par sa propre initiative. En revanche, une fois le service organisé, les administrés ont le droit d'en bénéficier. Mais il s'agit d'un droit réel sur une chose, l'avantage public, et non d'un droit de créance directe de l'administré contre l'État. Or, si la possession de ce droit réel met l'individu dans une certaine situation opposable à la société, il appartient à la catégorie des droits objectifs. Pour Jules Baby, qui adhère à la théorie élaborée par Maurice Oriou, ces droits ont quelque chose de virtuel dans la mesure où ils ne sont acquis qu'après avoir été exercés et prennent alors un contenu positif qui est un pouvoir réel et actuel, en l'occurrence, le pouvoir de réclamer des secours. En revanche, dans leur état virtuel, ces droits se présentent sous la forme du statut réel de l'indigent qui confère l'aptitude à bénéficier des avantages publics. Il en déduit que le droit à l'assistance pour les indigents n'est pas une créance sur les services d'assistance, c'est simplement le droit pour l'indigent d'être placé par des décisions administratives dans une certaine situation légale, à être inscrit sur une certaine liste d'assistance de façon à pouvoir bénéficier des secours s'ils sont distribués. 63. La doctrine, refusant de considérer que les lois d'assistance consacrent un droit au secours au profit de leurs bénéficiaires, s'appuie sur la jurisprudence administrative et judiciaire qui, si elle semble confirmer son point de vue, est plus ambiguë qu'elle n'y paraît. En effet, cette idée est essentiellement exprimée par le commissaire du gouvernement Jagerschmidt sous l'arrêt du Conseil d'État du 10 mars 1899, bien plus que par le juge. Dans cet arrêt, le Conseil d'État était saisi de 2 recours par la Commission administrative des Hospices du Havre. Le second recours, qui nous intéresse ici tout particulièrement, était un recours en appel contre une décision du Conseil de la préfecture du département de la Seine-Inférieure rendue à l'encontre de la commune de Senvic et du département de la Seine-Inférieure. Dans ce deuxième cas d'espèce, un indigent avait trouvé refuge une nuit dans le four d'une briqueterie située dans cette commune. Il fut gravement brûlé, et se présenta 15 jours plus tard à l'hôpital du Havre où il fut admis pour y être soigné. La commission administrative des Hospices du Havre a souhaité, quelque temps après, faire régulariser l'admission au titre de l'assistance médicale gratuite, mais s'est vu opposer un refus du maire comme du préfet. À l'appui de leur recours, les Hospices du Havre invoquent l'article 1er de la loi de 1893 reconnaissant un droit à l'assistance médicale gratuite à tout Français privé de ressources. Si pour les hospices, ce droit au secours médical existe, le commissaire du gouvernement rejette cet argument. De son avis, malgré les expressions de l'article 1er qui crée une apparence trompeuse, le droit à l'assistance médicale n'est pas inscrit dans la loi de 1893. Ce que cette loi établit, c'est l'obligation pour les communes et les départements d'organiser partout un service d'assistance gratuite et d'y affecter certaines ressources. Le devoir d'assistance, l'obligation légale et pécuniaire des collectivités, n'a pas comme corrélatif un droit à l'assistance, un droit individuel à réclamer le bénéfice du secours médical gratuit. Pour justifier son refus de voir dans la loi de 1893 un droit individuel à l'assistance, le commissaire du gouvernement Jagerschmidt s'appuie, d'une part sur les travaux préparatoires de la loi qui mentionnent que, même restreinte à l'assistance médicale, la proclamation du droit à l'assistance se heurterait à bien des critiques et serait de nature à engager gravement la responsabilité pécuniaire et morale de la collectivité, et des apostrophes. Autre part, sur le fait que les réclamations contre ces opérations ne peuvent être portées que devant la commission de révision cantonale qui statue souverainement. Le candidat à l'assistance gratuite ne peut pas aller devant un juge pour discuter avec le service compétent de son indigence ou de son aptitude au secours gratuit. Il n'est donc pas de recours contentieux contre les décisions des commissions administratives compétentes. Pour Jagerschmidt, il n'existe pas de droit à l'assistance. Il s'agit tout au plus d'un devoir légal de l'administration. Si, dans cette décision,
Le juge ne confirme pas expressément l'existence d'un droit à l'assistance dans la mesure où il ne conclut pas que l'hôpital s'était acquitté provisoirement de la dette de la collectivité. Il n'exclut pas non plus cette idée puisqu'il rejette la réclamation des Hospices du Havre au motif que l'admission du sieur Chiny dans cet hôpital n'avait pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi de 1893. D'ailleurs, dans l'arrêt élection d'Île-sur-Tête rendu le 19 février 1909, le Conseil d'État a estimé que l'assistance aux vieillards à laquelle avait été admis le sieur Rosal Bourrat sur le fondement de la loi du 14 juillet 1905 était donnée en vertu du droit que le bénéficiaire tenait de la loi elle-même et non d'une décision discrétionnaire d'une autorité administrative. En revanche, la Cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 19 janvier 1905, a considéré que la loi des 7 au 13 août 1851 sur l'assistance publique n'a pas consacré un droit de l'indigent à l'assistance publique et que, en réglant les conditions de l'admission de l'indigent dans un établissement hospitalier, a créé en sa faveur une simple aptitude au secours sans lui reconnaître aucun droit. La Cour voit dans les dépenses d'hospitalisation non pas une dette à la charge de l'assistance publique, mais une obligation morale. Dans sa note sur l'arrêt, D'Alembert précise que l'indigent n'a jamais le droit d'exiger les secours. Il a seulement l'aptitude de les recevoir, la loi n'a créé en faveur de ces malades qu'une simple aptitude au secours. 64. Quelques rares auteurs acceptent cependant déjà à l'époque de reconnaître l'existence d'un droit individuel à l'assistance. Pour Henri Berthélemy, l'assistance administrative, c'est en fait proclamer le droit à l'assistance. Lorsque l'assistance est organisée en service public, les secours sont destinés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.